Merci beaucoup, Elissa, et merci à Suco d'organiser ce type de panel. Je m'appelle Rim Mossen. J'ai le grand honneur de vous animer ce super panel aujourd'hui et de faire la conversation avec vous. Donc, avant de plonger dans la discussion, de parler des objectifs, on va prendre un moment pour faire la reconnaissance territoriale, puis prendre un instant pour se grounder, comme on dit. Donc, je vais commencer la rencontre en reconnaissant qu'on est situé ici à Montréal, sur un territoire qui, au fil de l'histoire, a été habité par différentes nations autochtones. Celles-ci ont été les gardiennes des terres et des eaux sur lesquelles on se réunit aujourd'hui. Montréal a été historiquement reconnu comme un lieu de rassemblement de nombreuses Premières Nations. Et aujourd'hui, il y a une population autochtone diversifiée et d'autres peuples qui y résident. C'est dans le respect des liens entre le passé, le présent et l'avenir qu'on veut reconnaître les relations continues qu'ont entretenues et continuent d'entretenir en ces lieux les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise, nous ici présents. Mais au-delà de la reconnaissance territoriale, on est convaincu que c'est essentiel de bâtir des systèmes alimentaires viables et de nous assurer d'écouter toutes les voix, dont celles des communautés autochtones, des communautés des Suds, des jeunes et des femmes. Donc, merci de m'avoir accordé votre attention pour ce moment important. On va se lancer avec l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, le panel s'appelle Voix et action, stratégie des femmes pour transformer leur réalité. Et notre objectif, c'est qu'on reparte d'ici, en tout cas mon souhait, ça serait que vous repartiez d'ici avec, inspiré d'abord. Je pense qu'on a besoin d'être inspiré dans ces temps troubles. Et donc, on a des bonnes personnes pour venir nous parler de ça, donc de nous inspirer d'abord. Puis aussi de repartir en gardant en tête que la participation et la présence des femmes, c'est pas seulement ça qui importe, c'est aussi l'action qui a été faite. Parce que souvent, on peut parler de les femmes ont été présentes, les femmes ont existé, mais il y a plus que ça en termes d'action et de mobilisation. Puis c'est ce qu'on va reconnaître aujourd'hui ensemble. Ça vous va comme menu? Puis on va avoir 3 parties de discussion, on va jaser, on va poser des questions, puis on va prendre une petite pause. Et ensuite, la parole, ça va être à vous. On a la chance d'avoir des personnes avec nous qui ont des parcours intéressants, qui ont accompli plusieurs choses. Donc, n'hésitez pas je vous invite là, à réfléchir à vos questions. S'il y a des éléments qui vous ont accroché ou vous avez réfléchi à des éléments, on veut avoir une bonne conversation. J'ai dit aux panélistes tantôt, je rêve d'une ambiance podcast. Donc, vous êtes aussi les personnes invitées. Donc, on va pouvoir avoir ce dialogue-là. Puis, on devrait, autour de 19h15, terminer notre panel, comme donc le disait Elissa, pour manger ensemble un petit bouchée. Ça marche? Alors, on va d'abord s'ancrer un petit peu. Alors, on va se transporter et on va parler de l'histoire. Ça commence par depuis le début de l'humanité. Hein? On va commencer comme ça. Depuis le début de l'humanité, les femmes ont élaboré et mis en place toutes sortes de stratégies pour porter leurs enjeux sur la place publique. Parce que bien souvent, leurs enjeux et leurs défis étaient invisibilisés, niés et dévalorisés, même si on constitue la moitié de la population sur cette terre. Dans la grande majorité des sociétés, on avait confié l'exercice du pouvoir aux hommes et on a donc dévalorisé les apports des femmes. Les femmes ont toujours joué des rôles essentiels dans leur communauté et ont de manière informelle et formelle contesté les structures patriarcales et ont fait preuve d'une grande inventivité. Voici quelques exemples. Dans la Grèce antique, une pièce écrite il y a plus de 2500 ans racontait l'histoire d'une femme qui a appelé, d'une femme appelant à faire la grève du sexe pour mettre fin à une guerre. Vous avez déjà entendu cette histoire? Cette stratégie-là a été utilisée par la suite plusieurs fois, au Togo, au Kenya, en Belgique et en Corée, le plus souvent pour mettre fin à des conflits. Donc, dans aussi l'histoire contemporaine, ça a été un élément qui a été utilisé. Le droit de vote des femmes a vu l'émergence de mouvements de femmes réclamant le droit de vote pour toutes les femmes, et ce, dans de multitudes de pays. Elles ont utilisé toutes sortes de stratégies. L'histoire raconte qu'il y avait du théâtre de rue, des affiches humoristiques, des faux billets de banque avec des slogans pour les sensibiliser. Il y a des histoires qui racontent que certaines ont lancé des balles de tennis avec leurs revendications dans des jardins d'hommes politiques influents. Il y en a qui ont fait, tout était bon, ils ont fait des vigiles silencieuses devant les parlements et beaucoup d'autres événements qu'on vous a peut-être vous racontés dans vos familles. En 1981, 36 femmes du pays de Galles, bientôt suivies par des milliers d'autres, ont installé un camp autour d'une base militaire pour protester contre les armes nucléaires de destruction massive. Combien de temps pensez-vous qu'elles y sont restées? 19 ans. Ce camp a été démantelé en 2000, 19 ans après leur première installation. Durant toutes ces années, des camps de femmes ont été installés dans plusieurs autres pays, dont l'Australie et le Japon.
En 1995, suite à la marche du pain et des roses tenue au Québec, des milliers d'autres femmes de plus de 50 pays se sont joints et ont rejoint le vaste mouvement de la Marche mondiale des femmes qui dure encore aujourd'hui et dont nous avons besoin plus que jamais. Ces dernières années, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux que les femmes se mobilisent et arrivent à rejoindre des millions de personnes à travers les différents hashtags. Vous les connaissez, entre autres, hashtag MeToo, hashtag Ni Una Menos, pas une de plus, hashtag Balance ton port, hashtag Vraie Femme Afrique. Hashtag, je devrais dire ça c'est en anglais, mais qu'est-ce que c'est en français? Mot-clic, merci beaucoup. Donc, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux que cette mobilisation et que ces actions-là ont eu lieu. Il y en a beaucoup d'autres en vrai aussi, mais c'est sûr qu'on remarque dans la grande sphère publique. Il reste donc beaucoup de batailles à mener pour transformer la vie des femmes. Les diverses formes de résistance, les actions, les luttes qu'elles mènent au quotidien doivent nous inspirer. Parce que oui, il y a eu des gains. On va les reconnaître, puis on va se rappeler de notre histoire pour être solide, puis pour continuer pour la suite. Alors, on s'est transporté, petite ambiance, on s'est ramené là, des petites notes intéressantes qui ont été amenées par Linda de Succo, certaines que je ne connaissais même pas moi-même, que j'ai trouvées particulièrement intéressantes. Fait que c'est dans cette ambiance-là qu'on va commencer notre conversation et qu'on va entendre 3 femmes inspirantes qui, à travers leurs engagements, ont créé des espaces de mobilisation puis ont amplifié la voix et leur pouvoir d'influence. Donc, on va les entendre sur comment elles ont transformé les politiques et les mentalités. C'est quoi les défis qui marquent leur engagement? Puis l'objectif de cette discussion, c'est de mettre en lumière des stratégies efficaces pour qu'on puisse réfléchir ensemble aux moyens d'amplifier ces dynamiques. J'imagine que comme moi, on en parlait tout à l'heure, dans l'actualité de ces jours-ci, la conversation, même si on l'a plusieurs fois, on a besoin de l'avoir encore, puis peut-être de s'ancrer, puis de se propulser après la journée d'aujourd'hui avec cette énergie-là. Ça, c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je vous souhaite aussi. Donc, je vais commencer par vous donner un aperçu de chacune de leur parcours, puis je vais leur passer la parole pour qu'elles nous parlent de ce qu'elles font actuellement de leurs organisations. Comme je disais, donc, ramassez vos questions. On a avec nous Ngoné Koulibaly de Wildaf, Sénégal, arrivée dimanche de Dakar. Merci beaucoup d'être avec nous. Ngoné est coordonnatrice nationale du Collège des jeunes de Wildaf. Elle est chargée de projet. C'est une militante des droits des femmes qui œuvre pour la participation politique, la lutte contre les violences basées sur le genre et l'accès aux droits. À travers la formation, l'assistance juridique et des actions de plaidoyer, elle travaille à bâtir une société plus équitable où les femmes et les filles peuvent exercer pleinement leurs droits. Merci d'être arrivée et d'être ici avec nous. Merci beaucoup. On a avec nous aussi Maude Desbois. Maude Desbois de l'organisation Mères au front. Maude est comédienne, animatrice et autrice. Elle est aussi militante engagée au sein de Mères au front. Elle porte la voix des luttes écoféministes à travers la communication et la rédaction. Elle anime l'émission L'effet durable sur CIBL et prend régulièrement la parole lors des événements, des panels et des balados. Petits balados peut-être. Oui. Et les enjeux sociaux et climatiques. Son engagement passe aussi par l'écriture avec des publications dans Le Devoir et la Presse et des performances de poésie engagée. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et dernière, mais non la moindre, Jamila Touré, qui est fondatrice de Sayaspora. C'est une plateforme médiatique dédiée aux jeunes femmes de la diaspora africaine. Jamila milite pour la mise en lumière de leur voix et de leurs perspectives. Elle est diplômée en relations internationales, candidate à la maîtrise en développement durable. Elle cherche à repenser les modèles existants en offrant des espaces d'expression et de mobilisation pour les femmes issues des diasporas. Merci d'être avec nous. OK, on se lance. Donc, au début, on veut d'abord apprendre à connaître. On a parlé vite, on a dit vite votre parcours et votre organisation, mais on va en savoir un petit peu plus. Et en vous lançant la première question pour nous parler un peu, on a choisi la thématique de la réussite. Donc, on veut, c'est difficile le plaidoyer, c'est difficile le travail de militantisme, de changer les mentalités. On regarde beaucoup sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas, comment on s'améliore, mais c'est le fun de s'ancrer aussi dans ce qui fonctionne. Puis, on a utilisé le mot, donc, réussite. On voulait vous entendre pour que vous puissiez nous partager un exemple concret de réussite qui est lié à votre travail de plaidoyer. Puis, vous pouvez en profiter pour nous parler de votre organisation. Donc, Maude, est-ce que tu... Oui, je peux lancer le bal avec plaisir. Donc, évidemment, là, ce soir, je vais me concentrer sur Mères au front, malgré les différentes plateformes et moyens que j'emploie pour militer chaque jour.
Mère au front, déjà, ça a la particularité d'être un mouvement constitué de femmes et partout à travers le Québec. C'est un mouvement qu'on dit décentralisé, ce qui veut dire qu'il y a une trentaine de groupes qui se sont créés à travers le Québec. Donc, c'est pas nous qui allons chercher les gens, c'est les gens qui viennent vers nous pour se dire, je veux créer une cellule Mère au front dans ma municipalité, ma localité, mon village. Ça, c'est merveilleux et la force du mouvement réside dans ce déploiement des forces sur le territoire québécois. C'est un petit peu comme des petites antennes un peu partout qui permettent d'identifier les dangers potentiels, par exemple, ou les projets de loi qui pourraient passer inaperçus, mais là, on a quelqu'un qui est comme, hop, 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 attention, il y a ça qui se passe ici, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est sûr qu'au niveau des gains, des réussites, à mon sens, il est très rare qu'on puisse les attribuer à un seul groupe de personnes. Et c'est important de le nommer parce qu'il y a eu toutes les luttes avant nous, avant notre présence. On est une jeune organisation, là. On a fêté nos 5 ans en fin de semaine, donc une jeune organisation quand même. Et c'est toutes ces voies déjà tracées qui nous permettent de poursuivre la lutte, qui nous permettent d'obtenir éventuellement des gains, mais qui ne nous sont pas attribuables à nous uniquement. On travaille en collaboration, en coalition, on se regroupe avec des mouvements qui existent déjà, avec des organismes sociaux à vocation socio-environnementale ou sociale qui existent déjà dans les localités où est-ce les luttes émergent finalement. J'aimerais ça dire ça de cette manière-là. Puis oui, c'est sûr que certaines réussites à plus petite échelle, à plus grande échelle, on peut penser à la fonderie Horn, où est-ce qu'on oppose quand même une résistance assez forte là, pour éviter justement qu'il y ait un déploiement encore plus grand de cette usine-là ou que les normes continuent d'être dépassées. Et les luttes se font sur des années. Bien souvent, ça ne se gagne pas en quelques mois. Le plus souvent, il faut lutter longtemps pour y arriver. Donc, du vécu de mère au front, il y a toutes sortes de réussites de cet ordre-là. Je pense encore à la fonderie Horn, où est-ce qu'on a réussi par la mobilisation de la communauté, pas juste les mères au front, à participer, à contribuer à l'évaluation du BAP pour Horn 5. Puis finalement, le projet a été aboli parce que tout démontrait que finalement, ce n'était pas un bon choix que de continuer d'expandre avec l'usine. Ça serait un des exemples, mais il y en a plusieurs, des exemples de protection de boisés, de corridors écologiques en Outaouais, par exemple. Le boisé des Châtelles aussi à Québec. Il y a eu toutes sortes de gains de cet ordre-là. Ils sont multiples et voilà. Donc, je pense que je conclurai avec ça. Merci beaucoup. Goné, pour toi? Oui, merci beaucoup. Pour moi, c'est bon, c'est allumé. Donc voilà, pour moi, je vais d'abord passer à la présentation de mon organisation, WILDAF Sénégal. C'est un sigle anglais, Women in Law and Development in Africa, et en français, Femmes, Droits et Développement en Afrique. Donc, c'est un réseau qui est créé depuis 1990. Ça fait longtemps. Et WILDAF Sénégal fait partie quand même de ce vaste réseau-là, qui est aussi également créé depuis 1990 et qui compte 11 pays d'Afrique, qui est implanté dans 11 pays d'Afrique. Et la mission de WILDAF, quand même, c'est de rassembler des organisations, mais également des individus qui travaillent sur divers outils, dont la loi, en vue quand même de promouvoir une culture pour l'exercice, mais également pour le respect des droits des femmes en Afrique. Donc voilà, et la vision de WILDAF, c'est d'avoir un monde où toutes les femmes jouissent de leurs droits humains. Par rapport à nos valeurs, je peux citer, mais comme aujourd'hui, on parle de participation des femmes, donc fait partie de nos valeurs que sans la pleine participation des femmes, il n'y a point de développement. Nous intervenons par rapport à nos domaines d'activité. Nous intervenons en ce qui concerne les violences faites aux femmes et aux filles, en ce qui concerne l'autonomisation économique des femmes, l'accès des femmes aux ressources de production, que ce soit l'accès au foncier ou bien au crédit. Nous sommes également sur la thématique santé de la reproduction, très important. Également la participation politique des femmes, la bonne gouvernance, la participation des femmes au processus électoral.
Donc voilà, les jeunes face aux défis sécuritaires. Et également comme autre thématique, il y a femmes et sécurité alimentaire, femmes, paix et sécurité aussi. Donc voilà. Et par rapport à nos activités, nous faisons du plaidoyer, nous en faisons beaucoup. Nous participons aussi à l'élaboration, mais également à la vulgarisation d'instruments juridiques qui sont favorables aux droits des femmes. Je peux citer la Convention des Nations Unies pour l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes. Il y a le protocole de Maputo qui est relatif à l'Afrique. Donc voilà. Nous faisons aussi du renforcement de capacités. Nous faisons de l'information, de la sensibilisation et voilà, de l'assistance juridique aussi, nous en faisons. Donc voilà, par rapport à WILDAF Sénégal. Et pour nos zones d'intervention, au niveau du Sénégal, nous sommes non seulement, le siège se trouve à Dakar, mais nous avons des antennes régionales au niveau de certaines régions, dont Thiès, Diourbel, Fatick, Kaolack. Donc voilà, par rapport à l'exemple de réussite concrète, j'en viens maintenant. Donc voilà, par rapport au plaidoyer, c'est vrai que le processus ne se fait pas seul, hein, parce que le plaidoyer se fait à long terme et pour le plaidoyer, c'est en synergie. Il faut des alliés. Moi, pour le Sénégal, je parlerai de la loi sur la parité de 2010. Donc, c'est cette loi qui a institué la parité absolue dans les instances électives et semi-électives. C'est cette loi sur la parité qui nous a permis aujourd'hui d'avoir, sur 165 députés au niveau de l'Assemblée nationale, d'avoir 68 femmes. Même si ce n'est pas beaucoup, on est à 41,2%, mais quand même, ça, il faut le faire. Parce qu'avant 2010, en 2009, on n'avait que 28% de femmes au niveau de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est avec quand même la levée des organisations de femmes de la société civile, mais également, il y avait les organisations syndicales et même les femmes qui étaient dans le milieu politique. C'est toutes ces femmes réunies-là qui se sont levées, qui ont porté le plaidoyer et on a quand même rencontré la volonté politique. Parce qu'en matière de plaidoyer aussi, il faut avoir la volonté quand même politique des dirigeants. On a eu la chance d'avoir la volonté politique du président qui était là-bas en 2010. Donc voilà, merci. Bravo. Merci beaucoup. Tu as dit la chance, je pense que c'est du travail de fond que vous avez fait là. C'est mérité. Merci. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Jamila Touré. Je suis la fondatrice et directrice générale de CEASPORA. Donc, comme tu l'as présenté justement, CEASPORA existe depuis 2015. C'est une OBNL qui vise à amplifier les voix et renforcer les capacités d'action des femmes issues de la diaspora africaine. Des jeunes femmes spécifiquement, on est entre 18 et 35 ans spécifiquement. Donc, lorsqu'on parle d'amplifier les voix, on le fait en ligne et hors ligne, de même que de renforcer les capacités. Le en ligne va se manifester à travers un magazine dans lequel il y a différentes écrivaines à travers le Canada qui rédigent sur des thématiques qui vont du business à l'amour-propre, à la sexualité, à la confiance en soi. Bref, vraiment, tous les domaines sont abordés. En ligne, on crée également des campagnes de sensibilisation sur différentes thématiques. J'y reviendrai lorsqu'on parlera de réussite. Et hors ligne, on fait également différents ateliers, conférences, événements présentiels pour venir renforcer leur capacité d'action, comme je le mentionnais, et ce, dans différents secteurs et domaines. En ce moment, par exemple, on a un projet avec la ville de Montréal qui s'appelle Saya Safe, qui vise en fait à venir accompagner ces jeunes femmes pour leur permettre de se sentir plus en sécurité en ligne et hors ligne. Donc en ligne, on va parler de tout ce qui est cybersécurité, cyberharcèlement, etc. Et hors ligne, de vraiment sécurité urbaine. Donc comment est-ce qu'on fait pour prévenir tout ça, puis comment est-ce qu'on fait pour se sentir à l'aise tout simplement dans sa ville. On a plusieurs projets, dont un en particulier qui va sortir bientôt aussi du nom de Saya Care, qui lui vise en fait à venir amplifier les ressources qui existent déjà dans le domaine de la santé spécifiquement pour les rendre plus accessibles à ces jeunes femmes-là. Parce qu'il y a plein d'informations dans le domaine de la santé qui existent déjà, mais qui ne sont pas forcément
traduit Call and Quote et accessible Call and Quote d'un point de vue culturel à ce public cible. Donc, ce qu'on va faire à travers ce projet, c'est de créer ce pont finalement qui manque. Puis, on aura un podcast qui sera inclus à l'intérieur. Donc, si tu as envie d'y participer, tu es la bienvenue. Et on a plein de domaines. On a de la sécurité urbaine, on a de l'amplification de voix, on a de la santé, on a du renforcement de capacité. Mais quand on parle de réussite, un des exemples qui me vient en tête lorsqu'on parle de réussite et de plaidoyer spécifiquement, c'est un projet du nom de Dialogue de la diaspora qu'on a. Je pense que c'est moi qui fais grésiller. Je sais pas. En tout cas, c'est pas grave. Un projet du nom de Dialogue de la diaspora qui, celui-ci, est financé par Patrimoine canadien, qui vise en fait à mettre ces femmes-là en dialogue, en conversation avec d'autres membres qui constituent la société canadienne. Donc, dans un podcast encore une fois, elles viennent discuter avec d'autres personnes. Ça peut être des femmes issues d'Amérique latine, ça peut être des hommes caucasiens, canadiens, point. Ça peut être vraiment toute autre personne. Puis on vient parler de différentes thématiques, donc inclusion, sentiment d'appartenance, confiance en soi, bref, plusieurs domaines ont été abordés. Puis dans ce projet-là, on a également été amené à créer en fait différentes campagnes de sensibilisation sur les médias sociaux, dont une en particulier qui visait en fait à partager des ressources sur le racisme systémique. Puis on cible principalement le Québec. C'est compliqué dans une province où est-ce qu'on ne reconnaît pas qu'il y a du racisme systémique en soi. Puis ce qui est intéressant avec le fait de créer des capsules, des ressources, des informations et de les mettre en mots, en images pour en faire des campagnes de sensibilisation en ligne dans une communauté qui n'est pas forcément habituée ni confortable à parler de ce genre de sujets, qui ne sont pas forcément... Oui. Ça grésille, non, mais c'est correct, ça grésille, c'est bien mieux. Bah oui, il fallait faire ça depuis le début. C'est pas grave. Donc, il n'est pas forcément confortable avec justement toutes ces notions de racisme systémique, comme je le mentionnais. Puis, une chose qui s'est passée récemment lorsqu'on a été amené à monter une campagne justement pour sensibiliser aux enjeux qui découlent du racisme systémique pour ces jeunes femmes-là, puis qui se transcrit vraiment dans différents domaines, autant personnels que professionnels. On s'est rendu compte que, vu que les publicités qu'on faisait étaient amplifiées vers une autre communauté qui n'était pas forcément la nôtre, donc qui n'étaient pas des jeunes femmes de la diaspora africaine, qui étaient au Canada, etc., mais qu'on allait parler à vraiment Pierre, Paul, Jacques en tant que tel, toute personne, toute communauté confondue, ben, on était tombé dans un autre côté de Internet qu'on ne voit pas forcément. Parce que vous le savez certainement, en ligne, ben, on vit un peu dans nos propres communautés. On parle aux personnes qui pensent comme nous, qui agissent comme nous, qui réfléchissent comme nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on était pratiquement surprise par rapport aux élections américaines pour la plupart. Mais c'est la réalité des médias sociaux en soi. Puis le fait d'avoir pu intégrer avec ces campagnes-là ce secteur-là, ça nous a permis de mettre en lumière en fait le fait que ce type de projet était encore extrêmement nécessaire parce que le type de contenu qui sensibilisait, qui informait, qui était extrêmement bien reçu auprès de communautés, ben, comme vous par exemple, et si vous êtes là aujourd'hui techniquement, c'est que vous êtes intéressé par rapport à ces thématiques, fait qu'on a envie d'apprendre plus, ben, dites-vous qu'il y a une autre salle comme celle-ci de personnes qui n'ont strictement pas envie d'entendre parler de tout ça. Puis nous, on a intégré cette salle avec toutes ces informations-là. Donc, c'était un dialogue qui était extrêmement intéressant. On a réussi à toucher plus de 100 000 personnes en ligne à travers cette campagne-là. Puis, on est en train justement de travailler sur les différents retombées. Donc, en termes de réussite, pour ma part, c'en est un. Arriver à travers un plaidoyer, cette fois-ci numérique, à intégrer d'autres espaces qui, des fois, sont un peu difficiles à converser au final. Merci beaucoup pour vos réponses. Oui, absolument, ça mérite des applaudissements. Je trouve ça absolument rafraîchissant, puis vraiment nécessaire d'entendre ça parce qu'on parlait de la chambre d'écho, d'être beaucoup là-dedans. Bien, une partie de la chambre d'écho, c'est de se dire que les choses sont difficiles, grandes, inatteignables ou très grandes, mais quand on gratte puis on vous parle de ce que vous faites, puis ce que les organisations, ce que les alliances, ce que vous avez réussi à accomplir, moi, je vois qu'on avance. Je vais vous faire le slogan, on avance, on recule pas. Mais le point, c'est qu'on avance. Puis c'est intéressant de voir, on a parlé de, on fait pas ça tout seul. On a parlé il a fallu de la volonté politique de d'autres personnes. Et on s'est mis dans des situations où on a eu des dialogues avec des groupes qui sont pas naturellement comme avec nous. Puis ça demande beaucoup d'oser, de dire, ben on va le faire pareil, il faut qu'on avance. Puis j'imagine même dans les communautés au niveau écologie, c'est pas des conversations que tout le monde porte.
faut rassembler, il faut rallier, ça prend beaucoup de salive, convaincre les gens autour de nous. Je vous relancerai sur une deuxième question, puis là, je vais m'autoriser une latitude, puis je vais bouger dans nos questions, là. C'est quoi on parle beaucoup de comme parler aux autres, donc on a nos noyaux, les personnes qui sont déjà mobilisées puis qui sont intéressées, puis après ça, on veut aller faire le noyau extérieur pour aller parler à d'autres. On a parlé de la réussite, on va faire le pendant avec la question des obstacles. Dans notre lutte, dans le travail qu'on fait, c'est quoi les éléments que vous considérez des nœuds, des éléments d'obstacles, des éléments de friction, vous dites? Parce on peut théoriser ici, puis j'ai hâte peut-être de vous entendre tantôt sur les personnellement, qu'est-ce que vous pensez qui sont des obstacles, puis voir des perspectives là-dessus pour vous. Qu'est-ce qui nous aide vraiment pas dans ce travail-là qu'on a à faire de plaidoyer? Alors, Ngoné, est-ce que tu veux te lancer? D'accord. Merci. Donc, par rapport aux obstacles concernant notre travail, je dirais il y a d'abord les pesanteurs socioculturelles au niveau du Sénégal. Parce que si je prends le cas du travail que nous menons en ce qui concerne les mariages des enfants, par exemple, ou bien les mutilations génitales féminines, nous avons beaucoup de mal quand même à pouvoir quand même avancer là-dessus parce qu'il y a des communautés qui ont de fortes croyances par rapport à cela. Il y a des communautés où si une femme qui n'est pas excisée, elle est considérée comme impure. Quand elle cuisine, les gens ne mangent pas ça. Elle est laissée de côté. Oui, c'est ça. C'est ça le premier obstacle. Il y a aussi le problème de l'application effective des lois. Ça, parce qu'on le dit, le Sénégal est champion en matière de ratification des instruments juridiques et tout, mais qu'en est-il de l'application effective de ces lois-là? Parce que même pour la loi sur la parité dont j'ai parlé tout à l'heure, on n'est pas à l'Assemblée nationale, on n'est pas encore à 50-50. Et c'est encore pire au niveau des collectivités territoriales. On se dit que la parité est respectée que dans les listes. Pour les partis, oui, on vous impose homme-femme. Moi, je me dis pourquoi on n'avait pas commencé par femme-homme. Il fallait le faire. Sinon, quand c'est impair, les hommes prennent le dessus sur nous. Ce n'est pas normal. Il ne fallait pas accepter ça. Donc, on voit qu'au niveau des collectivités locales, oui, au niveau des collectivités locales, lorsqu'il y a des bureaux, au niveau des bureaux, la parité n'est pas respectée. Quand il y a le maire, normalement, la première adjointe au maire, je dirais, devrait être une femme. C'est respecté dans certaines localités, mais dans d'autres, ce n'est pas respecté. Et le pire, quand on fait des recours, parce que c'est possible de faire le recours avec l'Observatoire national de la parité, de faire des recours au niveau de la Cour suprême, et même lorsque la Cour suprême rend une décision, les gens ne respectent pas cette décision. Et c'est difficile, surtout dans certaines localités comme Diourbel et Touba, où c'est une ville religieuse. Là, carrément, c'est difficile. Les organisations de la société civile ont tout fait, mais là-bas, c'est difficile. Ouais, parce que c'est le marabout qui donne les... Donc, voilà. Voilà. Merci. Les obstacles, il y en a beaucoup. Et je pense que le nerf de la guerre de tout au BNL, c'est les finances. Puis je pense justement lorsqu'on parle de se mobiliser collectivement pour des causes sociales, c'est difficile de le faire sans fonds, puisqu'on vit dans un monde capitaliste, puis à un moment donné, il faut savoir aussi pouvoir débourser. Puis ce que je trouve qui est d'autant plus compliqué, c'est lorsque les politiques justement ne s'alignent pas avec les priorités qui sont beaucoup plus grassroots et qu'il y a un disconnect entre les deux. Donc en termes d'obstacles, je nommerais ça. Je nommerais également comme ce que je viens un peu de mentionner, Ngoné, par rapport aux croyances, mais dans un contexte, admettons, diasporique ici au Canada, ce serait plus la perception que certaines personnes peuvent avoir d'une organisation comme Diaspora, par exemple, qui est l'idée par de jeunes femmes de la diaspora africaine, tout simplement. Dans
beaucoup d'espace, beaucoup de pièces. On a été amené à être sous-estimé à différents niveaux et différents moments lorsqu'on portait des projets qui étaient novateurs, qui étaient différents, qui étaient nouveaux, puis qui répondaient pas forcément à ce qui était présenté habituellement, puis qui n'était pas forcément porté par le type de personne qu'il portait habituellement non plus. Donc, je dirais que l'obstacle est double à ce niveau, au niveau des ressources qui sont disponibles pour ce type de cause, mais également par rapport aux barrières, tout simplement, au racisme systémique, encore une fois, qui existe, puis qui est très flagrant lorsqu'on voit que certains groupes ont accès à certains espaces, puis d'autres au final non, à projets similaires, à compétences similaires, puis on se rend compte finalement que l'accès est tout simplement différent. Bon, on se rend vite compte que c'est parce qu'il y a certains éléments, encore une fois, qui bloquent et certaines appréhensions, constructions sociales, déterminisme, qui font encore barrière en fait à l'accès aux ressources. Oui, certainement. Là, les finances pour tout au BNL, c'est une lutte de chaque jour. On se demande toujours si on va exister encore la semaine prochaine. Malheureusement, c'est comme ça, mais on aime ça vivre sur l'adrénaline, il faut croire. Et puis, évidemment, je fais du pouce aussi sur tout ce qui relève de l'État, du système, tout ce qui est systémique demeure des freins pour tout avancer, on dirait, dans ces catégories-là, que ce soit pour l'environnement, la femme, pour justement le racisme systémique, tout ça. On est toujours en arrière, laissé pour compte, on est moyennement pris au sérieux, même si au sens de la loi ou aux yeux de la loi, il est supposé y avoir des recours. Finalement, il y a toujours une petite porte d'à côté qui peut être empruntée puis qui évite, finalement, ben on a un autre lieu par où passer pour éviter la confrontation puis éviter de résoudre réellement le problème. Il y a tout ça. Et puis, si on regarde même juste au niveau de la population, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont internalisés. Il y a beaucoup d'aspects qu'on a, des constructions, là, comme tu le mentionnais, qui sont là, qui existent à tellement de niveaux. On est pris là-dedans, on est coincé là-dedans. Et si je pense à Mère au front, ben, autant il peut y avoir toute une admiration autour de ce mouvement-là constitué, on est 9000 membres, ça s'est construit rapidement, on est des femmes, on lutte pour préserver l'environnement pour nos enfants, pour les 7 prochaines générations, mais on passe pour des petites madames fâchées aussi. Donc, il y a beaucoup de la part des politiciens ou des institutions qui sont menées par des hommes, bien souvent, pas exclusivement, mais majoritairement, on se fait regarder de haut. C'est comme, oui, mais attendez, nous, on a une loi plus forte que la vôtre, puis c'est tant pis, mais vous continuerez à crier quand même. T'sais. Donc, il y a beaucoup de ça. À travers, oui, c'est ça. Puis toutes les diffractions systémiques là, qui font en sorte que finalement, comme on dit en bon québécois, les bottines ne suivent pas les babines. Hein? Donc, tout n'est pas aligné et tout n'est pas cohérent, au contraire. Donc, toute cette incohérence-là crée plusieurs freins à différents niveaux. Merci. Ce que je trouve intéressant aussi dans les éléments que vous mentionnez, c'est que la seconde qu'on lâche les éléments pour lesquels on se bat, il faut reprendre de loin. C'est comme si on recule plus rapidement parce que faut le tenir, puis il faut le garder. Puis un élément qui me donne espoir à travers ces obstacles-là, c'est qu'il y a toujours une relève, même s'il faut aller la chercher, il y a toujours du monde pour aller. J'ai toujours l'image, c'est une image sur Internet où c'est des femmes qui lèvent d'autres femmes et qui élèvent d'autres femmes et qui élèvent, puis c'est comme un cycle éternel de ne pas lâcher tout ça, parce que c'est autant le système que les gens à convaincre que autour de nous, même nos alliés, de les garder avec nous, absolument. On va prendre un petit moment. On a une personne qui ne pouvait pas être avec nous de l'organisme de Codimka qui nous a fait une vidéo et dont on va écouter. Donc, je vais vous inviter à aller vous asseoir dans la salle et à écouter. Donc, avec nous, je vais vous présenter donc la vidéo. Donc, c'est le Consejo para Desarrollo Integral de la Mujer Campesina, excusez mon espagnol, Codimka, qui est une organisation hondurienne qui lutte pour les droits économiques, sociaux et culturels des femmes, voilà, ici, des femmes rurales, Lencas et Garifunas, en favorisant l'accès à la terre, leur participation politique et leur souveraineté alimentaire. Donc, on va avoir la vidéo le témoignage de Yasmine Lopez. Ça dure environ 5 minutes. Je vous invite, on écoute ça, puis on va pouvoir revenir pour le panel. Yasmín López, del Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina Codinca, soy de Copán.
¿Cómo se organizan las mujeres para ser escuchadas más allá de su presencia? Bueno, es necesario organizarnos en organizaciones de mujeres, en organizaciones territoriales, en organizaciones de base, en los patronatos, en las juntas de agua, en las comisiones, en los comités de salud, porque si las mujeres no estamos ahí y no nos juntamos para poder alcanzar los objetivos, difícilmente la agenda de las mujeres va a ser valorada y además que se pueda colocar en la mesa pública o en la palestra pública para que la voz de las mujeres se escuche y principalmente de las mujeres campesinas, de las mujeres indígenas y las mujeres garífunas. Para vencer esa brecha de género necesariamente tenemos que organizarnos, juntarnos, articularnos en alianzas nacionales e internacionales y Codinca tiene la oportunidad que tiene una articulación tanto nacional como también internacional y eso a las organizaciones y a las mujeres les abre una ventana de poder gritar y de poder exigir justicia. ¿Qué obstáculos importantes ha identificado para la participación activa de las mujeres? Uno de ellos es el sistema capitalista y patriarcal, o sea, las mujeres se abre un abanico de desigualdades bastante fuerte y uno de ellos es el sistema mismo que no permite que las mujeres puedan tener los mecanismos y los protocolos necesarios para garantizar los espacios libres de violencia, pero además que pueda garantizar la vida de las mujeres y en eso me refiero también al tema de los cuidados, porque la tarea y las tareas del hogar están siempre sobre las mujeres y ese es uno de los obstáculos más fuertes para que las mujeres puedan tener una participación activa en los espacios de toma de decisión en los diferentes lugares, ya sea territorial, departamental o nacional. O sea, si no se crean los mecanismos que garanticen para que las mujeres puedan participar de manera activa, sin estar pensando quién cuida a mis hijos, quién cuida mi casa, quién cuida mi hogar, sin pensar en esa preocupación que también es una situación mental y afecta directamente la vida de las mujeres, porque las mujeres siempre estamos ligadas a pensar en los demás y cuando pensamos en nosotras. ¿Puede compartir un ejemplo concreto de éxito en la defensa de una causa en particular por parte de las mujeres? Bueno, la promoción de un marco legal que garantice los derechos humanos de las mujeres y una de ellas ha sido el Programa Nacional de Crédito Solidario para las Mujeres del Campo. Ha sido un éxito porque nació desde el sentir, el pensar de las mujeres y ha llegado y está ahora produciendo frutos. Es decir, que ya tiene financiamiento y hay mujeres que ya han podido accesar a él. En ese sentido, nosotras podemos decir que ahí hay un logro bastante significativo, así como también la ley de igualdad, que es importante que tengamos un marco legal para que las mujeres podamos tener una herramienta de incidencia y que además se puedan colocar los derechos humanos de las mujeres como un objetivo principal. ¿Qué acciones específicas, formación, campañas, trabajo en redes, han sido más eficaces para influir en las políticas públicas o comportamientos? Bueno, Codinca ha sido parte de toda esta gran articulación nacional e internacional, como ha sido la campaña de Basta de Violencia contra las Mujeres del Campo, igual la campaña de Credi Mujer, como también otras más campañas que han surgido y que Codinca ha sido parte de ellas, igual la campaña Me Cuida. ¿Por qué es importante tener estas herramientas de incidencia a nivel de las redes sociales? Porque también es necesario que el público conozca que la tarea de defender los derechos de las mujeres no solamente es una tarea de mujeres, es una tarea de todos y todas. Cuando nosotras decimos que necesitamos tener un Estado que sea garante de derecho, es porque estamos diciéndole a los funcionarios públicos cómo queremos que nuestras mujeres
vivamos en paz y en armonía en nuestros territorios, que defender la tierra, defender el territorio y defender nuestras semillas no es un delito, es un derecho humano. Por tanto, nosotras continuamos en esta lucha de seguirnos posicionando a través de las campañas, a través de nuestras escuelas. Codinca tiene una escuela de formación de manera institucional, que es la Escuela de Derechos Humanos, que es una escuela que desde esa escuela hay muchas otras, como la Escuela de Empoderamiento Económico, como la Escuela de Agroecología, como la Escuela de Incidencia. Es decir, esta gran organización ha venido construyendo una cantidad de conocimientos y de herramientas para que las mujeres puedan defenderse, pero además para que puedan levantar la voz en los territorios. ¿Qué logros tangibles ha obtenido como resultado de su compromiso? Bueno, yo creo que el que las mujeres tengan en sus territorios las iniciativas económicas, las cajas de ahorro y crédito, sus parcelas, eso para mí y para Codinca es un logro importante porque eso significa que esas mujeres ya no son parte de esas 84 mujeres que no tenían ni a dónde producir, porque Honduras tiene de 2 millones de mujeres rurales, de cada 100 mujeres, el 86% de esas mujeres no tienen tierra. Y para nosotras seguir levantando esa bandera y seguir diciéndole al Estado que debe colocar los bienes de vida en manos de las mujeres, va a continuar siendo un objetivo importante para nosotras. Entonces, en este sentido, ese también es un logro, el que Codinca haya colocado una agenda política y rural ante otros espacios de toma de decisiones y que además las mujeres también conozcan sus propias herramientas, conozcan e identifiquen sus propias necesidades para que las puedan defender desde sus territorios. C'est intéressant les liens qu'on peut faire avec la vidéo qu'on vient d'entendre sur, on a parlé de la loi, de comment elle joue un rôle important, de l'accès à la terre, puis de la capacité des femmes à s'organiser pour revendiquer ça, puis de la volonté politique qui doit absolument venir avec nous là-dessus. Je vais poursuivre un peu sur un... C'est pas une question prévue, là, mais c'est comme ça, là. Ça me vient comme ça, là. Un petit podcast. Je pense que je suis intéressée par on parlait de la relève, du fait qu'il ne faut pas lâcher, puis il y a la célèbre citation de « Il suffit d'une crise politique pour que les droits des femmes reculent en tout temps ». Et ça arrive, c'est ce qui arrive en ce moment, c'est peut-être exceptionnel pour nous parce qu'on le vit immédiatement, mais il y en a eu à travers l'histoire, à travers les pays. Donc, j'aimerais vous entendre sur la question de la... Qu'est-ce que vous pensez que seraient des facteurs de résilience qui nous permettent, comme groupe qui milite, qui font du plaidoyer puis qui s'activent là-dedans, y a-t-il pour vous des éléments qui pourraient être des... Non, ne recommence pas. Qui pourraient être des facteurs de résilience. Puis quand je veux dire résilience, je sais que des fois c'est à double tranchant ce mot-là, là, je ne l'aime pas beaucoup d'ailleurs, mais que j'aime pas le mot résilience parce que des fois ça veut dire qu'on en prend trop et qu'on ne devrait pas. Mais résilience dans le terme de qui nous permet de survivre dans la durée. Donc, des éléments pour vous qui contribueraient à ces éléments-là. Puis, tantôt, vous pourrez contribuer à cette réflexion aussi dans la salle. Y a-t-il quelque chose qui vous vient comme là-dessus? Ouais, je peux y aller. Deux mots en particulier, le collectif et les alliés. En fait, le collectif parce que lorsqu'on porte quelque chose qui est plus grand que soi-même, à savoir ses missions de droit, ses enjeux auxquels est-ce qu'on souhaiterait apporter des solutions, c'est important de ne pas les porter seul. En fait, parce que comme tu l'as mentionné à travers le mot résilience, c'est quelque chose qui peut fatiguer très rapidement. Et pour éviter justement que les luttes s'essoufflent, il faut que les luttes se relaient. Puis je pense que c'est quelque chose que justement on a vu à travers l'histoire, dans ta belle introduction que tu nous as fait tout à l'heure, où est-ce que tu nous as montré justement qu'à différents moments, il y avait différents moments de mobilisation qui étaient pertinents à nommer. Donc, lorsqu'on parle justement de comment ne pas abandonner, comment continuer, etc., pour ma part, c'est vraiment le collectif qui porte ça. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, CSPORA est né en 2015. On avait commencé comme étant un collectif, c'était un blog de base. On n'est pas d'ambition autre que juste amplifier les voix, puis parler, mettre en lumière d'autres modèles de femmes dans l'univers médiatique qu'on consommait. Et on est
on a perduré à travers le temps. Maintenant, c'est une équipe de plus de 20 personnes au niveau CA, employés, consultants, bénévoles en tant que tel. Donc, si ce collectif-là n'existait pas, je suis très certaine que la mission qui avait émané de ma petite tête lorsque j'ai pensé à créer Diaspora en tant que telle n'aurait pas perduré aussi longtemps. Le deuxième mot que j'ai nommé tout à l'heure, ce sont les alliés. Je trouve que c'est extrêmement important d'être toujours en conversation avec d'autres groupes pour différentes raisons. La première, c'est parce que ça évite qu'on se parle en silo. Ça permet justement de porter nos missions, nos ambitions beaucoup plus loin. Puis ça permet aussi de montrer nos angles morts en matière de mobilisation. Lorsque je parle d'alliés, euh, je parle aussi de personnes qui ont accès à certains espaces auxquels est-ce qu'on n'a pas forcément accès. On donne souvent un conseil à, enfin, pas moi spécifiquement, des personnes que je connais, mais c'est quelque chose qui se fait à des jeunes femmes, admettons, qui vont venir de groupes minorisés, d'avoir peut-être des mentors qui sont littéralement aux antipodes de leur personnalité, de leur personne. Donc, par exemple, une jeune femme de la diaspora africaine qui pourra avoir comme mentor un homme de 40 ans blanc. Parce que techniquement, en termes de conseils, il y aura énormément de biais que cette personne-là n'aura pas, énormément de protection qu'elle n'aura pas non plus, puis beaucoup d'accès qu'elle pourra justement lui partager. C'est pas le schéma unique en tant que tel en termes de mentorat qui existe, mais c'est une manière de voir les alliés. Donc des personnes qui peuvent se mobiliser, amplifier davantage se comportent et donner accès aux ressources auxquelles est-ce qu'on n'aurait pas forcément eu accès si on se parlait qu'entre nous puis qu'on portait ça seulement que dans le collectif, en fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de réponse? Je vous invite à prendre le micro. Oui, merci beaucoup. Par rapport au facteur de résilience, comme l'a dit Jamila, il faut des alliés. Et pour ça, comme on a parlé de ressources, ça va permettre de pouvoir mutualiser les ressources, que ce soit les ressources financières, mais également les ressources humaines. En matière de résilience aussi, on a besoin d'avoir des gens sur qui compter. Et quand je parle de gens sur qui porter, on a besoin d'avoir une bonne relève. Donc, ces jeunes-là qui viennent avec leur fraîcheur, leur dynamisme et tout, donc ça permet quand même de relancer les choses et de pouvoir continuer le chemin. Voilà. Et que ça appartienne pas juste à une génération, dans le fond. Ouais. Qu'on donne puis qu'on soit toujours en lien. C'est ça. Merci. Oui, j'ajouterais à ce que vous avez dit, tout comme la nature, l'environnement a besoin d'espace aussi pour se régénérer, pour se recréer. On a besoin aussi individuellement et collectivement de se régénérer, de se recréer. Tu parlais du prendre soin, il y a l'éthique du care là, qui est quand même tendance. Et au-delà des mots, on se rend compte de la fatigue militante, on se rend compte des dangers qui atteignent aussi des jeunes militants là, mais qui vivent une anxiété très grande, par exemple, par rapport à tout ce qui se passe, à tout ce qui pourrait se passer, à tout ce qui s'en vient, à tout ce qu'on entrevoit. Donc, de prendre soin entre nous, d'être très, très solidaires là-dedans et d'être nombreuses et nombreux pour relayer les messages, pour continuer de lutter ensemble. Donc, la transversalité est essentielle, la multiplicité des voix, puis des personnes aussi, pas que les femmes, mais toute la communauté est concernée par ce qui se passe sous toutes les facettes possibles. Donc, de se rappeler de ça, puis qu'il faut prendre soin des autres. Et juste à travers ça, c'est un exemple qu'on donne aux générations actuelles et aux générations futures que le prendre soin, c'est prendre soin de soi, mais on prend soin de ce qu'on aime, on aime ce qu'on connaît. Donc, c'est ça. C'est un équilibre qui est toujours intéressant à faire entre à combien est-ce que je me détache pour pouvoir prendre soin de la personne, de l'organisation, puis combien est-ce que je continue à m'investir parce qu'il ne faut pas lâcher. Fait que l'image de la course à relais, c'est vraiment comme des conversations qu'on a peu. Je lisais un texte récemment sur le fardeau qu'on se met de plus, mais on pourrait avoir la conversation de comment on parle de la relève, du relais, du un peu le tag team, là, de se donner la main et dire moi, je suis out. On continue. Comment ça s'inscrirait puis comment ça s'inscrirait dans nos organisations? Ce n'est pas des conversations qu'on a tant ouvert. Le concept,
est là, mais comment que ça se peut, Dans le concret. surtout quand les femmes portent comme la moitié de la population. On parlait de charge mentale tout à l'heure, de la charge sur les femmes qui est très grande d'emblée. Ça impacte encore, les crises socio-environnementales impactent davantage les femmes en plus. Et puis, L'emploi, les enfants, c'est tout. exactement. Puis là, on parlait à quelques reprises, ça a été mentionné, on est une société capitaliste et patriarcale. Donc, avec ces modèles-là, c'est la performance à tout prix. On ne peut pas lâcher parce que si on laisse un seul espace vide, il sera rempli par quelqu'un d'autre qui ne sera pas nous. Puis, on a cette pression-là, sauf qu'il faut être capable de se relayer puis de se solidariser beaucoup. Absolument. Puis ça m'amène à poser l'autre question parce que on ne peut pas faire ça tout seul. Ça ne s'est jamais fait tout seul. Ça a toujours été un mouvement le mouvement des femmes qui a été bâti par des alliances déjà au sein des mouvements des femmes, peu importe dans les types de pays, mais aussi des alliances avec celles et ceux qui détiennent le pouvoir ou qui ont des espaces plus grands. Fait qu'on va parler un peu de la bâtir du pouvoir et bâtir des alliances. C'est quoi les éléments qu'on peut noter pour la discussion sur quels sont les éléments qu'on peut utiliser pour renforcer les alliances puis pour renforcer la collaboration entre les organisations? Parce que là, on parle d'environnement, on parle de racisme systémique, on parle de droits, violence. On pourrait penser à la tarte qu'on se divise ou à tirer la couverture, alors que bâtir des alliances, c'est un facteur de succès. Fait que pour vous, des éléments qu'on pourrait ressortir sur bâtir des alliances, comment on fait ça dans un contexte où on tire la carte? J'ai pas le terme en français, je suis désolée. Comment est-ce qu'on traduit scarcity mindset? Oh boy. Voilà. Mon cerveau m'a lâché. La mentalité de la division ou de la scarcity précarité. mindset. La rareté. La rareté. Oui, mentalité de la rareté. Exactement, merci. C'est éviter ça. En fait, c'est éviter la mentalité de la rareté et être dans une mentalité d'abondance, selon moi. Il y a plein d'éléments qui peuvent être nommés de manière extrêmement beaucoup plus spécifique. Merci. Mais s'il te plaît. De manière spécifique, mais si on prend ça de manière un peu plus macro, pour ma part, lorsqu'on parle justement de collaboration, de partage, de découverte de soi, puis de création de tables communes, ça prend d'être dans un mindset abondant. Ça prend d'être prêt à partager ce qu'on connaît, ce qu'on ne sait pas. Ça prend d'être prêt à partager les ressources financières, les ressources humaines. Ça prend d'être prêt à partager les idées. Puis malheureusement, certaines organisations, lorsqu'on parle de collaboration, sont un peu touchy. Puis je peux le comprendre parce qu'on vit dans un système qui prône la rareté, qui prône les fonds qui ne sont pas accessibles à tous, qui prône des missions qui sont prioritaires pendant une saison par rapport à d'autres. Donc, je peux comprendre que le système ne favorise pas justement ce mindset d'abondance-là en tant que tel, mais c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de faire au sein de Sayaspora lorsqu'on développe des projets, c'est de faire asseoir le plus possible d'organisations à notre table dans le domaine communautaire pour justement créer les meilleurs projets puis faire valoir les meilleures idées au final. Parce que je pense foncièrement que lorsqu'on mélange, c'est généralement là qu'il y a de meilleurs produits qui se créent. Faut faire juste de beaux mélanges là techniquement en soi. Mais la plupart du temps, c'est le cas. Il y a vraiment une réelle beauté dans le partage. Puis je pense que malheureusement, on a perdu cette notion-là, ce mindset d'abondance, ce mindset de partage, cette envie de donner aussi accès à l'autre, cette envie de rentrer dans les espaces et de ne pas fermer les portes, de laisser les portes ouvertes. On parlait de relève tout à l'heure pour les personnes qui vont rentrer après nous, de ne pas rester dans ce scarcity mindset de si c'est moi qui ai accès, si c'est moi qui ai les fonds, c'est moi qui les garde en tant que tel. Pour ma part, j'ai un petit groupe d'entrepreneurs d'entrepreneurs sociaux avec qui est-ce qu'on partage toutes les subventions qu'on voit passer en soi. Puis j'ai vraiment beaucoup d'anglicisme dans ma tête en ce moment. Le plus, le mieux, ce que j'essaie de dire, dans le sens où lorsque justement on voit des subventions passer, on peut se partager plus facilement des lettres de soutien, on peut se mettre ensemble sur des projets spécifiquement, puis ça permet de toucher plus de communautés, donc faire valoir davantage le projet auprès du bailleur de fonds, mais ça prend d'abord d'être dans un mindset d'abondance et de quitter vraiment ce mindset de rareté selon moi. C'est une grosse étape de déconstruction aussi. Big time, ça prend vraiment de quelque part se dissocier du système en fait. Vraiment se dissocier du système, le système qui est
capitaliste qui est hyper dans la compétitivité, Individualiste. dans l'individualisme en tant que tel. Là, on parle de collectif, puis c'est pas ce qui est vendu, c'est pas ce qui est présenté. Puis il faut le déconstruire, il faut le réapprendre. Puis ce qui est cool, c'est que dans certaines cultures, c'est des choses qui existent déjà. C'est un confort qu'on a déjà, fait que peu importe le système dans lequel est-ce qu'on est, bah ça va être des bagages culturels qu'on va ramener puis qu'on va faire valoir aussi dans ces systèmes-là en tant que tels. Donc, voilà. Merci. Autre élément pour vous, Baptiste? Oui. Dans le cadre aussi des alliances, il est important d'avoir une bonne coordination des actions dès le début. Parce qu'il peut y avoir une diversité en ce qui concerne les organisations qui composent, que ce soit un consortium, que ce soit l'alliance en tant que telle. Mais il faut que dès le début, qu'on puisse quand même être d'accord sur ce quoi on va aller et comment est-ce qu'on va se compléter chacune des organisations. Il faut également une communication transparente. Dans toute action, c'est très important. Puisqu'on est appelé à travailler ensemble et tout, donc il est important qu'on puisse quand même avoir dès le début cette communication transparente, que l'une des organisations se dise « Ah, c'est celle-là qui garde les sous, c'est celle-là qui profite beaucoup plus de ces fonds-là ». Donc, il est important qu'on puisse quand même avoir cette transparence-là. C'est intéressant parce qu'on essaie de prôner ça pour la société qu'on veut transformer. Ouais. Puis au sein des mouvements, avoir cette communication transparente, ça veut dire se parler de nos angles morts, Ouais. de nos biais, Effectivement. de ce qu'on reproduit sans le vouloir à travers les liens qu'on fait. Fait que déjà, juste être capable de se parler de façon transparente. Mais je pense que le premier point que tu as nommé est très essentiel. On est alliés pourquoi? C'est quoi notre lutte commune? Puis là, il n'y a pas la question de choix, laquelle qu'on choisit. Mais peut-être qu'on la choisit. Moi, j'aime beaucoup dire, peut-être qu'il y en a une lutte grande et générale qui renverse un système d'oppression. Alors, nos luttes s'additionnent au lieu de se diviser. Fait qu'effectivement, notre lutte première, de s'entendre. C'est ça, effectivement. Merci. Oui, bien, ça revient un peu à ce que vous avez abordé toutes les deux, de se rallier, de se solidariser, puis de créer ce terreau fertile d'où peuvent émerger les luttes collectives et communes. Puis j'ai l'impression, en tout cas, que dans le discours collectif, on l'entend de plus en plus, que on est interreliés, tout est dans tout. On n'a pas d'autre choix que d'être ensemble et c'est ce qu'on veut créer pour le futur. Comme tu le dis, on veut le créer, mais on ne le fait pas finalement. Puis il y a des super beaux exemples, notamment avec Mère au front, de cette ouverture-là, puis d'oser aller cogner aux portes, même si c'est maladroit, même si on n'est pas certaine que ça va fonctionner, mais d'y aller avec humilité, puis dire, il me semble qu'on aurait des choses à se dire, puis qu'il y aurait des avantages à travailler ensemble. Donc, je dirais d'oser franchir ces murs-là, d'oser être peut-être la première à aller justement tendre une main ou à les soutenir, dire, hey, il y a tel regroupement en ce moment qui tire de la patte ou qui a de la difficulté, qu'est-ce qu'on peut faire? OK, bien, parfait, on va organiser quelque chose, puis d'être un peu à l'avant-garde ou plutôt... de prendre la balle au bon. Oui, de prendre la balle au bon, puis d'être attentif à ça aussi, parce que ça nous concerne également. Un organisme qui s'éteint ou qui a de la difficulté à survivre ou à mobiliser, bien, c'est des forces en moins, ou en tout cas, c'est des forces qui se perdent en quelque sorte, puis on a besoin de tout le monde. Je ne sais pas si vous avez vu, donc le 8 mars, il y a une grande mobilisation qui a été invitée par Mère au front. Vous avez vu les images en rouge, la grande appel. Pour moi, ça, c'est intéressant parce que, justement, en début de rencontre, je disais, tout le monde était comme, y a-t-il quelqu'un qui va faire quelque chose? Est-ce que quelqu'un va se mobiliser? On regardait tout un peu... On sait qu'il y a des affaires qui s'organisent de façon sectorielle, mais un appel généralisé, vraiment, puis là, peut-être si tu veux nous raconter la petite histoire derrière ça. Oui, bien sûr. Puis il y avait autre chose de prévu aussi pour le 8 mars, évidemment, comme à chaque année avec la Marche des femmes. Mais c'est vraiment Laure Varidel et Anaïs Barbeau-Lavalette qui sont les co-instigatrices du mouvement Mère au front. Laure Varidel étant éco-sociologue et Anaïs Barbeau-Lavalette, autrice et scénariste, réalisatrice, pardon. Donc, elles étaient en voiture ensemble en déprimant un peu sur l'actualité, puis le recul des droits des femmes aux États-Unis, entre autres, puis d'autres menaces aussi qui pèsent potentiellement sur le Canada. Puis elles se disaient, OK, un peu comme le mouvement a lui-même émergé dans le salon par un appel d'Anaïs qui dit « Laure, qu'est-ce qu'on fait? »
le mouvement a émergé de cette manière-là. Mère au front est née d'un cri du cœur, d'une colère qui était mue par l'amour du vivant, l'amour des enfants, l'amour de leurs enfants et de tous les enfants, bref. Et là, il y avait un peu cette même impulsion de dire, là, il faut qu'on dise quelque chose, il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas rester les bras croisés. Et donc, elles ont décidé de lancer cette journée, ce moment, en tout cas, ensemble pour nos filles. Et de tenter de mobiliser des gens, ne serait-ce qu'à Montréal. C'est ça, très rapidement, tout le monde s'est rallié, a dit oui, 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 on embarque. Nous, on va en faire un à Québec. Nous, on va en faire un à Chicoutimi. Nous, on veut en faire un à Gaspé. Donc, il y a plus de 15 lieux qui ont répondu à l'appel, qui ont organisé quelque chose. À certains endroits, il y avait 75 personnes, mais à d'autres, il y en avait 5 000. Et au total, on a mobilisé 13 000 personnes à travers le Québec par un élan du cœur en disant, peu importe le nombre de personnes qui seront là, on veut être ensemble. Puis ce que disait, entre autres, Anaïs dans sa prise de parole, c'était, est-ce qu'on peut se promettre de ne plus jamais rester tout seul chez soi? Est-ce qu'on Derrière nos téléphones devant... Oui, c'est ça, avoir peur, mais on sort puis on se rallie ensemble. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un élan du cœur. On mise le tout pour le tout. Tant pis si ça ne marche pas, mais au moins, on aura essayé. Puis, finalement, regardez, ça a répondu à un besoin général qui était là. Puis, ça a été la plus belle réponse, là, toute cette mobilisation. Effectivement, puis on l'a vu comment ça débouler aussi, de pouvoir dire, ben, puis c'est intéressant de voir peut-être d'autres plus petits groupes qui pourraient avoir et profiter des alliances avec Mère au front qui disent, ben nous, on a de la visibilité, on est capable de propulser ça, quoi d'autre qu'on peut donner? Je vous pose la prochaine question. Vous êtes dans des organisations qui travaillent depuis longtemps, même 2015 quand même, puis vous faites quand même du travail dans le régulier. Vous fait beaucoup d'apprentissage et des choses que vous referiez, puis d'autres que vous ne referiez plus, quand on passerait à l'époque des bilans et de l'évaluation. Si vous étiez en mode, tantôt on parlait de mentor, donc si vous étiez en mode un peu par aidant, le mentor, pour pouvoir parler à d'autres organisations qui veulent monter, c'est quoi les éléments que vous dites, ben ça, c'est des conseils que je donnerais spécifiquement sur la question de l'amplification des voix. C'est quoi, quels seraient des éléments que vous dites ça, là, que ce soit des lignes directrices, des principes, de la grande réflexion que vous avez là-dessus? C'est une belle question, puis c'est une grande question aussi, hein, en vrai. Il n'y a pas j'ai pas un conseil. Mais quand je suis posé la question, je pensais à l'amplification du mouvement Black Lives Matter. Puis, il y avait, à un moment donné, je pense qu'on l'a tous vécu, peut-être de manière bancale, chacune d'entre nous ici, la période des carrés noirs qui ont circulé sur les médias sociaux. Puis, cette période a été extrêmement critiquée parce que, de base, quand les carrés noirs sont arrivés, on ne comprenait pas trop, mais tout le monde a suivi le mouvement. Puis, au final, c'était juste qu'une communauté qui devait les utiliser, pas forcément l'autre. C'était extrêmement décousu. Pour expliquer, donc, c'était une action en ligne où les gens changeaient leur photo de profil et ou ajoutaient sur leur profil un carré noir en solidarité. Alors, la première vague d'explications, c'était tout le monde met le carré noir pour être en solidarité, on ne poste pas comme habituellement, puis that's it. Puis, vers midi, on s'est rendu compte que ce n'était pas le goal du mouvement, en fait. De base, c'est que c'était les communautés non noires qui devaient majoritairement poster le carré noir pour justement pouvoir amplifier les voix des personnes noires. Mais il était pratiquement 18h quand on s'est rendu compte de ça. Fait que le mouvement qui de base était impulsé a été compris différemment. Donc c'est un mouvement qui était extrêmement critiqué parce qu'on s'est dit mais est-ce que ça a vraiment servi à quelque chose? Puis je le nomme parce que pour revenir à ta question, je trouve que c'est important de comprendre que toute forme de mobilisation est pertinente. Puis pour pouvoir amplifier les voix, il faut de tout. Il faut des mobilisations dans la rue. Il faut des mobilisations en ligne, il faut des mobilisations en politique, il faut des mobilisations sur les médias sociaux, il faut des mobilisations dans les dîners de famille compliqués avec notre oncle qu'on connaît tous. Il faut des mobilisations partout, en fait. Puis je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais donner à un projet d'amplification en tant que tel, c'est d'essayer de toucher le plus de canaux possible. Lorsqu'on crée des campagnes de communication avec Sayaspora, on est principalement en ligne en tant que tel, mais on va explorer toutes les plateformes sur lesquelles est-ce qu'on peut être amené à créer du contenu,
toutes les plateformes qu'on peut utiliser pour du plaidoyer, puis on va réfléchir à comment est-ce qu'on va investir ces plateformes spécifiquement. Comment est-ce qu'on va parler aux gens qui se situent sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, etc. Puis on va mettre en forme le message qu'on veut passer selon la plateforme qu'on veut investir. Puis ça se transmet vraiment partout en tant que tel. Puis encore une fois, pour amplifier, investir le plus d'espace possible, puis l'investir de manière stratégique, comprendre que tous les espaces ne peuvent pas être investis de la même manière, mais tous les espaces sont importants et pertinents. Cette diversité des tactiques, dans le fond, qui est le fondement de nos trucs qui demandent de l'énergie, mais qui rapportent tellement. Là. Merci. Antoine Gonnet. Donc, c'est tellement important, les alliances, qu'avant de s'y lancer, c'est nécessaire quand même d'avoir certains conseils. Moi, ce que je conseillerais à ces organisations, c'est d'abord de prioriser les plaidoyers. C'est très important. Mais également, comme elle a dit, il faut quand même utiliser l'éthique, les réseaux sociaux pour pouvoir quand même amplifier et voir. Mais également, il faudrait quand même former ses membres, mais également les autonomiser. C'est très important. Ouais. À force de trop centraliser, on empêche que le mouvement se prenne comme son essor. Ouais. Quand tu parles d'autonomisation, c'est des compétences des personnes? Oui, les membres même de l'organisation, les membres de l'Alliance ont besoin quand même d'être renforcés, ont besoin d'être autonomes, pouvoir quand même porter la voix de cette alliance-là. Oui. Merci. Oui, donc un mélange effectivement des deux, la multiplicité des voix, encore une fois, puis l'autonomie. C'est super important. Je ne l'ai pas mentionné d'entrée de jeu dans la description de ce que fait le mouvement, mais dans les membres les plus actifs qui sont dans les groupes locaux, qui sont quand même nombreuses et nombreux, eh bien, il y a toute cette formation aussi sur comment ça fonctionne, le réseau social. Si tu veux que ton message se rende, bien, comment il faut que tu le formules, c'est quoi ta phrase. Donc, on va les former, soit individuellement, ils peuvent toujours m'appeler, m'écrire, dire « Maude, là, j'ai un message à passer, je ne sais pas comment faire » ou « Je veux créer un événement, je ne sais même pas comment faire ça sur Facebook, comment je fais ?» Donc, oui, d'aller les former individuellement. On offre aussi de la formation de groupe, en mobilisation, en communication, pour justement amplifier ce pouvoir de mobiliser et de communiquer nos enjeux, nos luttes. Et on fait aussi, quand c'est des enjeux qui sont pris davantage au sein de l'équipe, si on veut, au niveau de l'organisation et tout, on va prévoir des kits, donc des ensembles qu'on va leur permettre d'utiliser, dire voici, vous avez les visuels, voici des lignes de presse, voici des lignes directrices ou les objectifs. Donc maintenant, allez-y. Là, à partir de telle heure, on amplifie le message et vous partagez sur vos réseaux sociaux. Fait qu'elles n'ont pas à se casser le coco ou à se dire « c'est-tu la bonne formulation? Là, je l'étudie comme il faut. Est-ce que ça va se rendre? » Donc, vraiment de les soutenir énormément là-dedans, quand c'est possible. Évidemment, Mère au front est formée comme ça, mais l'avantage est que ce sont des gens de la communauté. Parce que là, on parle des organismes, oui, qui sont peut-être un petit peu plus hermétiques ou qui n'ont pas cette possibilité de former tout le monde autour d'eux. Mais une des particularités de Mère au front et un des avantages, si on veut, c'est justement d'avoir toute la communauté qui est là, qui est prête, puis qu'on veut, on veut rappeler à toutes ces femmes-là qu'elles ont une voix, que cette voix-là, elle est importante, que ce n'est pas obligé d'être des expertes non plus. Donc, de ce rappel-là aussi, de leur dire, mais vous avez le pouvoir, vous avez votre expérience de vie. Ça, c'est déjà suffisant, c'est une expertise, cette vie-là et cette expérience-là. Donc, de leur rappeler ça, de leur donner confiance aussi dans leur pouvoir d'action, leur pouvoir d'agir pour qu'elles se sentent prêtes à passer à l'action. Je trouve ça intéressant parce que vous avez nommé comme 3 éléments qui se suivent. D'emblée, la question de comme notre organisation, c'est à prendre du leadership sur une action pour aider, soutenir, mais après ça, elle l'envoie, elle fournit une diversité des tactiques, c'est-à-dire qu'on l'accepte, c'est dans notre culture, on la tolère, pas on la tolère, mais on la souhaite, elle est souhaitable. Et aussi, on s'assure que les gens puissent être autonomes dans leur pouvoir, dans leurs envies de pouvoir décentraliser un peu la mobilisation puis l'action. L'amplification des voix, c'est d'abord les voix des personnes qui forment nos groupes dans leur capacité, mais après ça, dans la suite, fait que une très bonne recette d'emblée. On pourrait faire il y a des camps de l'EFEL, donc on apprend de nos trucs.
ce qu'on ne devrait pas faire, mais on en apprend dans des séries d'apprentissage. Mais ça, c'est des éléments qu'on a appris qui fonctionnent et qui donnent des bons résultats. Avant de passer au mot de la fin, j'aimerais ça moi, vous entendre. Encore une autre question non prévue. J'aimerais ça vous entendre sur des éléments qui vous inspirent personnellement, qui sont comme des éléments. Ça peut être des personnes, ça peut être des mouvements, ça peut être quelque chose que. Parce que je crois sincèrement qu'il y a peut-être un feu à l'intérieur de nous qui nous garde comme en vie puis en espoir, là, quelque chose qui vous dit, ben, soit c'est quelqu'un, quelque chose qui vous... peut-être qu'il y en a que c'est de la colère et de l'indignation, c'est correct. Ce qui est correct, absolument. Ça peut être colère et indignation, puis ça peut être très inspirant d'être en colère et en indignation. J'ai 50% de ça. Mais s'il y a des... C'est ça, j'aimerais entendre sur peut-être si vous avez à partager quelque chose que pour vous dites ça c'est quelque chose qui m'inspire ou c'est une étoile du Nord, quelque chose que c'est comme... Vous aussi, d'ailleurs. Posez-vous la question. Avez-vous il y a comme une étoile du Nord? C'est une grande question. Mais je pense que c'est intéressant de faire la propre réflexion sur soi-même, de dire, des fois, il y a comme quelque chose, un élément guide, là, ou quelque chose qui est fort pour nous. Moi, j'irais les femmes de ma famille. Moi, de manière aussi simple que ça, en vrai, les femmes de ma famille. Je viens d'une famille de femmes battantes, de femmes entrepreneurs, de femmes résilientes. J'aime bien ce mot perso. de femmes qui se sont toujours relevées. Toujours relevées. Peu importe les réussites, échecs, saisons de vie, sont toujours relevées. Puis pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement inspirant à toute échelle confondue, grand-mère, tante, maman, tout ça. Cousine, petite cousine aussi. Parce que je me rappelle quand je pensais à la création de Seaspora, quand on crée un projet, on doit aussi des fois réfléchir au persona. Donc, à qui est-ce qu'on parle? Quel est le public cible? Qui est-ce qu'on vise en tant que tel? Puis la personne que j'avais en tête à ce moment-là, c'était ma petite cousine, en fait. Je me suis dit, bah, j'ai envie, à l'inverse de moi, qu'elle puisse évoluer dans un monde où est-ce qu'elle peut avoir accès à une communauté de femmes qui lui ressemblent, qui parlent d'enjeux qui lui tiennent à cœur, comme elle, puis un safe space quelque part. J'ai pas eu ça, ben, pourquoi pas lui offrir ça, en fait? Donc, pour ma part, tout ce qui m'anime personnellement vient des femmes, vient du collectif, vient des femmes de chez moi, vient de ma culture. Je pense que mon inspiration, j'ai pas besoin de la chercher loin quand justement elle fleurit de cette manière-là, de manière aussi proche au final. Merci beaucoup. Portable. Excusez-moi. Donc, moi, je disais que j'allais m'apprendre dans le même sens que Jamila, c'est ça. C'est d'abord les personnes qui te sont proches, qui sont les sources d'inspiration. Quand tu es dans une famille, comme elle a dit, où les femmes sont à la première ligne, le leadership, quoi. Elle t'inspire donc des femmes battantes et tout. Et l'autre chose, c'est le fait de voir que les violences que vivent certaines, quand on parle des mutilations génitales féminines, je te dis que moi, je vais me battre pour ça. Moi, dans ma famille, j'ai eu la chance d'être la génération qui a eu la chance de ne pas subir ces mutilations génitales féminines. Mais la génération d'avant a subi cela. Et moi, je ferai tout à ce que les filles ne subissent pas ça. Ma fille également ne subisse pas ces mutilations génitales féminines. J'ai horreur de l'injustice. J'ai horreur que les femmes soient violentées. C'est ça ma source d'inspiration. C'est ça qui m'anime à me battre aujourd'hui aux côtés de ces femmes-là. Tu le fais excessivement bien. Ouais, merci. Oui, bien, c'est sûr que effectivement, je pense aux personnes très proches de moi, ma mère, ma sœur, on est très, très proches. Et je pense que ce que m'a appris ma famille, puis j'inclus mon père et sa conjointe aussi là-dedans, c'est de ne pas avoir peur d'être moi, de ne pas avoir peur de lutter pour ce en quoi je crois. Peu importe ce que c'est, de continuer à croire en ça, puis qu'il y aura toujours des obstacles. Puis oui, on n'a jamais dit que ça serait facile. On n'a jamais dit que ça serait aisé de faire ça, puis que c'est tout beau, tout rose, au contraire. Mais si tu y crois suffisamment, ben, tu vas continuer, puis on t'encourage à le faire, puis on va être là pour t'épauler si tu veux continuer de faire ça parce que tu crois que c'est ça la vérité. Fait que j'ai quand même la chance d'avoir une famille extrêmement investie, qui est très
très investie au niveau social, là, aux luttes pour l'égalité. Ma sœur qui travaille avec des personnes marginalisées aussi, qui vivent avec des syndromes, des handicaps. Ma mère aussi qui a été éducatrice spécialisée toute sa vie, qui est une artiste peintre et multidisciplinaire incroyable. Mon père qui est auteur, qui a décidé de changer de carrière du tout au tout. Donc, j'ai des exemples autour de moi de gens qui ont cru en quelque chose et qui ont décidé d'aller au bout de ça. Et c'est très viscéral. Cette lutte-là à l'intérieur de moi existe depuis que je suis née, je pense. De me réveiller la nuit et d'être comme, ça se peut pas qu'on continue comme ça, il faut faire quelque chose. Et ça, c'est autour de moi que je trouve l'inspiration. C'est dans chaque personne que je rencontre et avec qui je connecte. C'est dans mes enfants, c'est dans les enfants de mes amis. Ouais, je pense qu'il n'y a pas juste une source, effectivement, d'inspiration. Puis si j'ai besoin de m'abreuver, bien, il y a une multitude de femmes incroyables qui écrivent sur l'écoféminisme, sur le féminisme, sur les luttes au patriarcat, au capitalisme. Donc, j'ai de quoi admirer, m'abreuver et me garder vraiment active et au courant là, de ce qui se fait. Ça m'inspire beaucoup, toutes ces femmes qui prennent la parole, qui osent. Vous êtes nourri par les gens autour de vous, que ce soit des expériences de justice, d'injustice, d'espoir ou de désespoir qui, on dit viscéral le mot, donc très, très humain. Merci beaucoup pour vos partages. Je pense qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissements pour leur partage et le collectif. Il est 18h55, 58. On va prendre une courte pause avant de relancer la conversation avec vous dans la salle. J'espère que vous avez retenu quelques questions puis que vous en avez peut-être avec vous, que vous voulez ouvrir le dialogue. Je vous invite à aller donc à la salle de bain. Je pense qu'il y a certains petits éléments. Le buffet, ça va être pour tout à l'heure, mais il y a du café et de l'eau si jamais vous voulez vous sustenter. On se reverrait donc à, mettons, et5. Donc, on prend un bon 7 minutes de pause. On revient dans pas trop longtemps puis on va conclure ensemble. Merci. À et5, 19h05. Je vous invite à revenir vous asseoir. J'invite les panélistes à venir me rejoindre. Et on va finir ça avec vos réactions. On recommence. Je vous invite à venir vous asseoir. Yes, sir. Et là, je vous ai entendu jaser. J'imagine que vous réagissez à des éléments que vous avez entendus. Et on va vous inviter à faire quand on est à l'école, puis on dit vous devez partager avec la classe. En fait, j'aimerais d'abord vous remercier pour la générosité de vos propos, puis la diversité des expertises, puis d'avoir joué le jeu avec des questions non prévues. Comme on leur disait, donc évidemment, vous vivez ça dans le quotidien, vous connaissez ça sur le bout de vos doigts, ce travail-là que vous faites. Et là, la parole, elle revient à vous dans la salle. Vous pouvez prendre la parole pour réagir à ce que vous avez entendu. Donc, avec quoi vous repartez? Y a-t-il des éléments qui vous ont accroché dans ce qu'on a discuté? Y a-t-il des questionnements philosophiques ou des questions directes sur le travail que font nos panélistes avec nous aujourd'hui? Donc, qui aimerait briser? Oui, je vais vous passer. On va prendre quelques questions, une 10-15 de minutes, puis on va pouvoir aller. Je ne sais pas si je dois appuyer. Ah, c'est bon, pas besoin. OK. Vous pouvez vous présenter si vous voulez. Je m'appelle Malouine Klakba. Je suis au doctorat à l'Université de Montréal en anthropologie. Déjà, je tenais à vous remercier pour votre partage, pour vos présentations, votre aisance. C'est vraiment très, très inspirant. Moi, j'ai tendance plus à travailler avec des ossements, donc avec des morts, parce que je trouve qu'interagir avec les êtres humains, c'est très compliqué. Voilà, donc je ne suis pas aussi courageuse que vous. Vraiment, bravo à vous, félicitations déjà. Je pense qu'on peut les applaudir pour ça. Je voulais remarquer, Ngoné, c'est comme ça qu'on prononce. Oui, j'ai beaucoup aimé votre intervention et je voulais revenir par rapport au fait de la parité que vous évoquiez, que l'idée c'était que dans la loi, elles étaient appliquées, enfin, disons qu'au niveau des lois, on avait ces éléments-là, mais que dans les faits, c'était pas appliqué dans la vie de tous les jours. Et je voulais voir aussi le lien qu'il pouvait avoir justement avec la religion, la tradition, qui affecte justement tous ces éléments-là. Et je voulais savoir, à votre avis, quelles sont, disons, les solutions et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour
pas déconstruire ça, mais peut-être apprendre à vivre avec sans que ça pose des barrières et empêche justement les jeunes, les nouvelles générations d'aller au-delà de ces éléments-là. Voilà. Ouais. Merci beaucoup pour cette question. Donc voilà, par rapport à la parité, je l'ai dit, hein, l'application de cette loi-là n'est pas du tout effective, on le sait. Et je parlais tantôt du cas de Touba, qui est une ville religieuse. Et on sait qu'au Sénégal, le pouvoir religieux prend le dessus, donc c'est très difficile. On ne peut pas quand même forcer les guides religieux quand même à appliquer la parité au niveau de cette localité-là. Donc, par rapport à ça, ce que l'on peut faire, c'est vrai qu'il y a une liaison par rapport au fait, par rapport à la participation des femmes, mais également par rapport à ce que les jeunes filles aussi, par rapport à leur participation aussi. Qu'est-ce que cela inclut? Parce qu'on sait que c'est vrai, c'est le religieux, il y a le patriarcat, je l'ai dit tantôt, il y a les pesanteurs socioculturels, le fait qu'on se dise que les femmes ne doivent pas parler en public, le fait que sur le plan religieux, la femme ne doit pas élever la voix, comme on le fait nous. Donc ça a des répercussions, c'est vrai. Et ça amène les femmes à avoir quand même un manque de confiance en soi. On le sait, parce que WILDAF a eu à faire en 2018 une étude sur les obstacles liés à la faible participation politique des femmes. Et on a su relever, en dehors des pesanteurs socio-culturels et tout, il y a cette absence de confiance en soi qu'ont les femmes. Le fait qu'il y a une certaine stigmatisation, comment la société perçoit ces femmes-là qui s'engagent dans la politique et tout, comment est-ce que la belle famille perçoit ça quand on sait qu'au niveau des partis politiques, il y a les réunions qui se tiennent à des heures tardives. Et moi, je me dis que c'est fait expressément pour exclure les femmes et tout. Donc là, tu sens qu'il y a une certaine... il y a des difficultés pour les femmes pour pouvoir quand même accéder aux instances de prise de décision, de participer pleinement, de vivre leur vie politique, si je peux le dire. Il y a ces obstacles-là. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est vrai, la parité, on l'a dit, c'est juste comment pourrais-je le définir? C'est juste un pas, mais on veut plus. Vu que par rapport au dernier recensement de la NSD, on dit qu'il y a moins de femmes, mais c'est faux. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et ce qui est normal, c'est que les femmes, qu'il y ait beaucoup plus, pas de 50-50. On veut plus de 50-50, on veut plus de 50. Et ça, on peut l'avoir. Mais il faut qu'il y ait la volonté, il faut qu'avec le plaidoyer, la sensibilisation, surtout avec les religieux, il faut y aller de manière méthodique avec les religieux pour pouvoir obtenir quand même ce que l'on veut. C'est pas facile avec eux, mais il faut y aller mollo mollo, comme disent les Ivoiriens. Voilà. C'est pas demain la veille et tout, mais bon. Non, c'est pas impossible parce qu'on a déjà franchi un pas. Contrairement aux autres pays, il y a des sœurs du Togo, du Bénin qui nous disent ah, vous, au moins, vous avez cette loi. Nous, on est là à demander des quotas. Elles sont à cette phase-là de quotas, alors que nous, on a cette parité, même si ce n'est pas effectif, mais on continue quand même. Et on ne veut pas s'arrêter aux instances semi-électives, électives. On veut aller au-delà, au niveau des instances nominatives. Parce qu'actuellement, avec le nouveau régime, il y a un certain recul du nombre de femmes dans le gouvernement. Il n'y a que 4. Ça, c'est aberrant. Donc, il nous faut quand même continuer la lutte et tout. Donc, voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Je tiens aussi à féliciter le groupe. J'aime cette énergie qui se dégage. Et c'est quelque chose de formidable.
Moi, je vais reprendre certaines choses qui ont été dites qui montrent que le combat, il est pluriel, mais je suis convaincu qu'il manque un maillon. Parce qu'on parle des femmes, là, mais il n'y a pas de femmes sans hommes. Et malheureusement, je crois que c'est là le point qu'il faut toucher. Parce que ce soit avec Wildaf, que je connais un tout petit peu, que ce soit au Sénégal, quand vous parlez de Touba, mais vous ne pouvez pas aller à Touba en tant que femme. Peut-être vous, vous y allez parce que vous êtes voilé encore. Oui, parce que vous êtes accepté. Mais quand quelqu'un n'est pas voilé pour une femme, par exemple, elle ne met pas pied à Touba. C'est déjà encore une autre barrière dont il faut parler. Et je crois que c'est la question des hommes que moi, je veux souligner. Parce qu'il y a une dame dans cette salle qui m'a inspiré quelque chose il y a 2 ans et qui a poussé à changer mes objectifs. J'étais le directeur de jeunes volontaires pour l'environnement. Et quand je suis retourné, je suis allé fonder Femmes et Développement. Alors tout le monde m'a dit, mais pourquoi un homme t'a envie de te mettre dans ce combat des femmes? J'ai dit oui, mais parce qu'elles seules, elles n'y arriveront pas. Et je crois qu'aujourd'hui, quand vous me parlez du Sénégal, j'étais choqué aussi que Sonko, qui a fait tout ce débat, vient nous mettre que 4 femmes au gouvernement. Mais pourquoi? Parce que ces hommes ne comprennent peut-être pas le rôle qu'ont les femmes. Et c'est pour ça que moi je dis le combat aussi aujourd'hui doit être d'inclure les hommes à vos côtés. J'ai aimé l'idée d'allier parce qu'on en a besoin pour réussir ça. Et ça, c'est les hommes d'ici et d'ailleurs, parce que j'ai vu ici l'avancée. J'étais au conseil communal de la mairie de Montréal-Est. Il n'y avait qu'un seul homme dedans. J'ai dit, waouh, est-ce qu'on peut arriver à ça aussi dans nos pays africains? Et je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait faire, qu'on ait plus d'hommes à vos côtés, parce que les femmes sont déjà des victimes. Et quand elles parlent, c'est les victimes qui parlent. Mais là, il faut aussi des alliés à côté qui appuient tout ce que vous faites pour qu'on espère avoir du succès dans le futur. Merci beaucoup. Peut-être un parallèle qu'on pourrait faire, en fait, de la façon de ce que je comprends votre intervention, c'est dans les sphères où on parle beaucoup de la question du racisme systémique. Quand le fardeau et la charge est porté par les personnes qui sont racisées ou qui sont minorisées, ça devient un peu non seulement une charge, mais il y a un grand gap entre l'écoute qui est faite. Et on voit que ça a beaucoup de répercussions quand, par exemple, dans les milieux féministes, les femmes blanches prennent l'espace pour dire comment on joue notre rôle de complice. C'est encore plus qu'allié, c'est un rôle d'avancer. De la même façon pour les hommes, de dire comment on joue notre rôle de complice. Fait qu'on ne cache pas la voix, on ne tasse pas. Par contre, on sait que la porte, ben, on l'a déjà comme la clé pour la débarrer et faire avancer ces points-là. Fait que j'aimais allier la façon de complice. Comment est-ce qu'on peut avancer? Au Québec, des initiatives qui sont parallèles à ça sont quand les hommes se mettent à parler à d'autres hommes. Au niveau des jeunes, il y a Jonathan Roberge qui lead beaucoup d'initiatives sur la violence ou la conversation sur on va se parler entre hommes. Il y a un des livres qui est sorti aussi qui est connu là-dessus. Fait que la question de comment ce rôle-là d'allié peut être au bénéfice d'eux, puis qu'on comprenne le privilège qui vient avec seulement. Merci beaucoup pour votre intervention. Si vous voulez réagir. Merci beaucoup. C'est M. Samuel. Merci beaucoup pour cette intervention concernant les hommes, l'intégration des hommes dans nos actions. Pour Wildaf, rassurez-vous, hein, dès le début de la création de Wildaf, quand même, il faut dire qu'on a intégré les hommes. On a un vice-président, bien qu'on ait dit qu'au niveau de Wildaf, c'est les femmes qui sont la majorité, mais on a quand même des hommes parmi nous. Et pour le cas de Touba aussi, Wildaf a la chance quand même d'avoir un point focal qui habite au niveau de Touba. Et à chaque fois qu'on doit rencontrer le marabout, à chaque fois qu'on doit mener des activités, c'est à lui qu'on fait recours. Donc, par rapport à ça, nous sommes bien conscientes que par rapport à nos actions, les femmes seules ne peuvent pas aller. Nous devons quand même impliquer les hommes davantage dans nos luttes parce que nous vivons ensemble, nous sommes appelés quand même à collaborer et tout, à vous faire comme des alliés, vous l'avez dit. Donc, c'est important. Même dans le cadre de notre collège des jeunes, on a suivi la même structuration. Il y a aussi bien des jeunes femmes, mais également des jeunes hommes. Voilà. Merci.
D'autres interventions? J'ai vu une main ici tout à l'heure. T'as une belle voix, vas-y, continue. Comment vous avez entendu parler de l'événement? D'accord. Bon, ça tue un peu mon exemple. Ok. 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 Mhm. Ça prend un extra step. Quand je dis que ça prend un extra step, pour revenir à l'exemple que je donnais tout à l'heure par rapport à l'accès à l'information, puis à comment est-ce que les médias sociaux sont construits en ce moment. On consomme ce qu'on est, puis on est très à l'aise dedans, puis malheureusement, on ne nous propose pas des choses nouvelles. Fait que ça prend d'aller à la recherche de ces informations-là. Parce que ces informations-là sont là. Elles existent. Tu parlais de kits tout à l'heure, il y a plein de kits qui existent sur qu'est-ce que le racisme systémique, comment est-ce qu'on déconstruit ça, quelles sont les organisations qui existent, etc. Sauf qu'on doit se battre contre un système quelque part, contre un algorithme en soi. Puis pour le faire, pour avoir accès à ces informations-là, ça te prend comme tu l'as fait là tout de suite, la volonté, puis le extra step de OK, je m'assois, je vais prendre 1 heure, puis je vais aller regarder, je vais aller chercher des organisations, puis je vais tuer l'algorithme que j'ai en ce moment. Je vais aller les suivre, je vais aller liker, engager avec le contenu qu'elles font. Je vais aller me déplacer à leur événement pour comprendre aussi que mon petit GPS qui me suit de manière très secrète comprenne qu'il y a certains endroits que j'investis maintenant. Puis ça, c'est ce qui permet en fait d'intégrer cet univers parallèle, en fait, qui coexiste au final, qui est bien présent, qui est bien là, mais qui est juste dans un algorithme différent. Puis je reviens toujours aux médias sociaux, pas parce que Diaspora est un média en soi, mais foncièrement parce qu'on vit dans un monde qui est connecté. Puis on vit dans un monde qui nous dépasse constamment en termes de technologie. On part d'univers en ce moment, l'univers de AI qui arrive, c'est tout un autre domaine en soi. Fait que c'est important de comprendre comment ces systèmes-là fonctionnent, comment est-ce que ces systèmes-là créent des barrières entre les communautés et brisent des ponts. En fait, parce que moi, ce que je vois là, tout simplement, c'est un pont qui n'a pas encore été construit parce qu'on est dans 2 algorithmes différents, parce qu'on consomme 2 types de contenus différents. Puis, encore une fois, ça prend un extra step. Pour revenir à l'exemple que je donnais tout à l'heure de manière très rapide, quand j'ai mentionné le fait que personnellement, toute ma communauté sur Instagram était choquée de la victoire de Donald Trump. Puis, je suis pas en train de parler d'un positionnement politique ou non, mais simplement parce que je me suis rendu compte que, en fait, si on était tous en mode, pas forcément pro-Kamala, mais genre juste pro-alternative, ben, on avait raté toute une autre communauté qui existait, puis qui se nourrissait entre elles, qui communiquait entre elles, qui se mobilisait entre elles, mais on l'a pas vue. Elle est là. Donc ça, je me suis fait un petit exercice, c'est pour essayer d'aller dans les fins fonds de Facebook et Instagram, voir ce qui se passait là-bas. C'est extrêmement violent, je recommande pas. Mais mais ça existe. Puis c'est là. Mais ça m'a pris un extra step pour aller voir où est-ce que l'information était. Mais l'information est là. C'est intéressant parce que on a demandé la bonne question de comment le lien a été fait. J'ai rarement vu dans mes années de mobilisation active depuis 15 ans quelque chose de plus fort que l'individu à individu.
Les réseaux sociaux, c'est un outil extraordinaire, puis c'est un outil de rayonnement. Moi, j'ai déjà rencontré des personnes qui ont dit « tu as changé mon avis sur un phénomène qui s'appelle le dog whistle », qui est la façon de, des fois, donner faire des propos biaisés pour attirer un certain groupe de personnes sans vraiment dire des propos extrêmement racistes, par exemple, mais en disant assez d'informations pour que les gens qui ont cette tendance-là nous comprennent. Fait que les réseaux sociaux permettent l'éducation et tout ça, mais la puissance de la conversation et de notre rayon personnel, il n'y a rien qui... Vous êtes venus parce que vous la connaissez, vous aviez un lien de confiance ensemble. Puis ça, je trouve que dans les moments qu'il va y avoir de la mobilisation, je dis ça de même, là, ça se peut que dans les prochaines années, on soit... C'est important pour nous de se mobiliser sur différents enjeux qui vont arriver dans des contextes électoraux et autres. Mais je crois que le lien d'individu à individu, puis notre capacité à parler de ça, viens, je pense que ça va t'intéresser. Je te connais, je te fais confiance, viens, ça, c'est important pour moi et pour toi. Puis un des plus beaux phénomènes, c'est celui, ben, le dernier, là, parce qui me reste un petit peu dans le cœur, c'est les casseroles. Les casseroles qu'on a vécues au Québec, où on était comme, qu'est-ce qui se passe? Et là, de gens en gens, il y a quelque chose qui s'est comme transformé parce que c'est l'individu à individu. Puis on a dans l'histoire du Québec, avec le travail au niveau des syndicats, du droit du travail, quand les gens se rencontraient dans les cuisines. Oui. Je pense pas que c'est normal que tu travailles 24 heures sur 24. Je pense pas que c'est normal qu'on travaille 7 jours sur 7. Je pense pas que non, c'est pas normal. Non, on devrait pas. Non, les femmes devraient pouvoir. C'est des conversations qu'on a eues avec nous. Fait que je pense que l'utilisation des réseaux sociaux, c'est une reconstruction de cette communauté d'individu à individu que des fois, on n'ose pas peut-être. Définitivement. Tu sais, tout à l'heure, je parlais d'ouvrir des portes, d'oser ouvrir des portes. Je pense que de cultiver notre curiosité aussi, pas juste sur ce qui nous intéresse, parce qu'il y a tellement à apprendre partout. Puis oui, on peut se perdre facilement, mais on peut avoir cette curiosité-là de l'autre et d'écouter ce qu'ils ont à dire quand on ne le sait pas, justement. Vous parliez de, comme aujourd'hui, quand vous parliez, ben moi, je suis de race blanche, je suis occidentale, je suis une privilégiée finalement, puis je suis ça aussi, d'écouter, puis d'être à l'écoute, puis de devenir ses alliés précieux. Puis il y a quelque chose qui a été lancé par Jonathan Durand-Folco cette semaine, ou en tout cas, il reste à multitude. Donc, faites des parties de cuisine, ralliez-vous, on vous fournit quelque chose pour vous organiser un peu, mais faites ce mouvement-là, allez voir ça si vous êtes curieux, curieuse. La multitude, fait que ça, c'est un bel exemple de se rallier en personne. Il y a comme quelque chose d'intéressant, je dis intéressant pour pas dire quelque chose de plus péjoratif, mais avec les médias sociaux, on a l'impression d'être informé, on est surstimulé, surinformé, mais par quoi? Les chambres d'écho, par ce que les algorithmes décident qu'on aime puis qu'on doit continuer à entendre. Donc, notre curiosité, notre propension à aller vers les autres et à cultiver cette conversation continue est essentielle en ce moment. On pourrait se poser la question, mettons, sur les enjeux femmes. Quand on existe dans des endroits, que ce soit en famille, dans le travail, dans nos algorithmes, est-ce que c'est des chambres d'écho ou c'est des moments où est-ce qu'on peut contribuer à briser cette chambre d'écho-là? Tu sais, quel rôle on joue dans ces espaces-là? Parce que ça se peut qu'on soit un rôle de briser la chambre d'écho. Comme tu proposais de faire, d'aller aimer autre chose, suivre autre chose. Comment tu as dit, j'ai tué mon algorithme, de comme le briser. Mais ça se peut qu'on soit dans une chambre d'écho aussi, qu'on s'autocrée dans nos milieux avec la conversation politique. C'est quoi qu'on dit au Québec? On ne parle pas de religion, puis on ne parle pas de politique à Noël? Des conversations Fait que c'est une auto-création d'une chambre d'écho pour dire, dans cet espace-là, on n'intègre pas cette conversation. Alors peut-être que ça, c'est des responsabilités qu'on pourrait s'octroyer, avec lesquelles on pourrait partir. On a des grosses conversations philosophiques ici. Est-ce qu'il y a peut-être une ou deux interventions? Oui? Juste attends, parce qu'en fait, il faut que le micro aille, sinon... bonsoir tout le monde. Je m'appelle Essida Costa. J'ai fait des études en sciences politiques et je suis d'origine sénégalaise. Et je voulais intervenir parce que durant tout mon parcours universitaire, vu qu'on travaillait avec des organismes et des situations, on a vu qu'il y avait certains organismes qui avaient les mêmes... je ne sais pas comment expliquer. On a le même objectif, mais nos valeurs ethno-culturelles sont tellement différentes que finalement, on n'arrive pas à atteindre certains objectifs. Donc moi, je suis au Sénégal, un organisme qui vient où il y a 50 personnes blanches qui nous parlent de l'égalité des femmes, on va vous aider, on va arrêter l'excision, ça ne marche pas. Donc je trouve que certains organismes comme ça, c'est des personnes qui nous ressemblent, c'est dur, mais ça avance.
Le conseil que j'aurais donné aussi, c'est que je ne retrouve pas ces organismes au niveau des écoles. Donc, le parcours aujourd'hui, si on regarde, il n'y a pas de moins de 18 ans. Et pourtant, c'est quelque chose qui serait intéressant. Donc, je pense que la manière et l'approche, c'est super important. Le fait de venir, par exemple, tu parlais de la ville de Touba, où on parle des inégalités. Si aujourd'hui, on vient, on dit, aujourd'hui, on va parler des inégalités, les femmes, vous êtes inférieures aux hommes, ça n'a pas forcément marché. Alors que si on utilise certains termes différents, là, les hommes pourront dire, peut-être que c'est bénéfique pour nous aussi, pour le bonheur de nos femmes. Donc, je pense que l'objectif, c'est aussi de partir dès la base. Donc, au niveau du système scolaire, c'est très important. Je me suis rendu compte des inégalités quand je suis venue au Canada. C'est bizarre, mais quand on vit dans un monde où tout est parfait, on grandit, on mange bien, on constate rien d'anormal en fait. Donc c'est quand, à travers les réseaux sociaux, comme elle a dit aussi, qu'on prend conscience de certaines choses qui ne sont pas forcément normales. Donc une fille qui grandit dans une famille où on a l'habitude de pratiquer l'excision, de ses 1 à 18 ans, elle ne va pas savoir que ce n'est pas normal. Donc je trouve que les réseaux sociaux commencent à faire passer le message, mais pas assez au niveau des écoles. Donc c'était ça mon intervention. On commence à avancer, mais je pense qu'on peut mieux faire si on commence dès la base. Donc au niveau des systèmes scolaires, à travers les réseaux sociaux. Par exemple, aujourd'hui, j'aurais aimé voir des petites filles de 10 à 15 ans, 10 à 18 ans, juste pour voir et qu'elles sachent qu'on est en train d'avancer pour des luttes concrètes. Donc, c'était ça mon intervention. Merci beaucoup, Leslie. Ma compatriote, je dirais. Oui, par rapport ce que tu as dit, c'est très important, hein, dès le bas âge, aller au niveau scolaire. Ça, WILDAF le fait. Même si, mais c'est pas au niveau élémentaire, bien qu'on a eu à le faire 1 ou 2 fois, on a allé parler avec les enfants de ce que c'est que les droits des femmes, de ce que c'est que les violences, comment identifier les types de violences, violences physiques, sexuelles, tout ça. Donc, on est allé le faire. On a l'habitude aussi, au niveau des collèges et des lycées, d'organiser des séances de sensibilisation avec les jeunes, surtout en ce qui concerne la santé de la reproduction des ados. C'est important. Ça, on le fait. On les sensibilise également par rapport aux violences. Je l'ai dit, on parle tout le temps de violence et tout. On les informe aussi des instruments juridiques qui sont favorables à leurs droits. Elles doivent savoir cela dès le bas âge. Parce que le constat est fait que beaucoup de femmes, beaucoup de filles méconnaissent ces instruments juridiques-là, méconnaissent leurs droits. Et nous, en tant que WILDAF, c'est ce que nous faisons. Nous mettons le droit à la portée des populations. Non seulement nos activités allient c'est quand on est sur le droit, mais ça allie le droit au développement, comme je l'ai dit tantôt, l'autonomisation économique des femmes. Mais par rapport au système scolaire aussi, ça, on le fait, rassurez-vous. Par rapport aux réseaux sociaux aussi, c'est tellement important. Surtout avec le monde dans lequel nous vivons, c'est important pour faire passer ces messages et tout. Donc, d'habitude, nous, on fait des campagnes digitales en ce qui concerne le relèvement de l'âge légal du mariage. Ouais, on a eu à faire, et ça, c'est porté par des jeunes. Donc, faire entendre leur voix, des filles qui font entendre leur voix pour dire qu'on veut que ça soit régularisé. Pourquoi les jeunes garçons se marient à l'âge de 18 ans et nous, à l'âge de 16 ans. Donc, ça, c'est une inégalité. Des campagnes digitales, on ne l'a pas dit, mais par rapport à nos sœurs handicapées, les filles handicapées aussi, on a fait la vulgarisation du protocole africain relatif aux droits des personnes handicapées, qui est méconnu et qui n'est même pas encore ratifié par le Sénégal. On a fait une campagne digitale qui est portée même par ces femmes, ces filles handicapées, les différentes spécificités, handicap visuel, handicap intellectuel, handicap moteur, même les personnes de petite taille. Donc, ce sont ces femmes-là qui ont porté à travers des vidéos, des capsules vidéo, qui ont porté ce message-là pour dire que
à l'État du Sénégal de ratifier cet instrument juridique-là parce que ça prend beaucoup plus en compte quand même les droits des femmes et des filles handicapées. Donc, c'est très important de passer à la base, comme vous l'avez dit, par rapport au système éducatif et tout, pour parler quand même de ce qu'est les droits des femmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a une dernière intervention en arrière. Ensuite, vous allez pouvoir continuer à en discuter mais autour de nourriture et convivialement. Merci, bonsoir pour votre intervention, c'était super bien. Bon, moi, je suis Ange, je suis infirmière. Je suis militante depuis des années pour les droits des femmes. Moi, j'avais une question, mais je pense que tu m'as un peu répondu. C'est sur la stratégie que vous adoptez pour éduquer les femmes. Parce que dans la plupart des combats qu'on mène pour les femmes, la plupart du temps, ce sont nous-mêmes les femmes qui sommes nos propres combattrices, en fait. Je ne sais pas si je le dis bien. Donc, par exemple, quand je prends l'excision, j'ai des amis de mon âge, je suis assez âgée quand même, qui vivent, parce que je suis française, qui vivent en France, qui sont nés en France, mais qui sont ramenés à l'âge de 16 ans au Sénégal, par exemple, pour se faire exciser. Mais leurs parents ont l'instruction qu'il faut. Ils ne vivent pas forcément dans les pays, mais elles subissent quand même ça. Donc, quelle est la stratégie qui est mise en place, en fait, pour éduquer, par exemple, pour la commune de Touba? Comment faire pour éduquer les femmes qui vivent là-bas pour leur dire, en fait, pour leur donner cet enseignement? Parce qu'elles trouvent ça normal, ce qui s'y passe, qu'il n'y ait pas de parité. Donc, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour pouvoir leur dire, ben, ce qui se passe, ce n'est pas normal? Et c'était un peu ça ma question. Merci beaucoup. Je pense que je l'avais dit, hein, c'est à travers des actions de sensibilisation, mais aussi à travers des actions de renforcement de capacité. Parce que quand on parle de participation politique des femmes, c'est vrai, on veut une participation quantitative, mais aussi il faut une participation qualitative des femmes. Si on veut que les questions qu'on veut qu'elles soulèvent et que leurs besoins soient pris en compte, qu'elles puissent quand même faire le plaidoyer par rapport à leur participation et pouvoir quand même, quand elles sont élues, soit députées ou non, ou élues locales, de pouvoir quand même porter ces droits des femmes-là, porter la voix des femmes au niveau de ces institutions, au niveau de ces instances de prise de décision où elles sont. Donc, il est important de pouvoir renforcer leur capacité par rapport à cela. Donc, c'est à travers la sensibilisation, je l'ai dit, mais également essayer d'amener ces femmes-là à avoir une confiance en soi. Avoir une confiance en soi, mais également d'être autonome économiquement. C'est très important. Moi, je me dis tout le temps que pour que les droits des femmes puissent avancer, il faut ces deux-là. La participation politique des femmes, mais également l'autonomisation économique des femmes. C'est très important. Si au niveau du Sénégal, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui se lancent dans la politique, c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens. Et on le sait au niveau du Sénégal, pour faire la politique, peut-être les Sonko ont changé la donne et tout. Les gens attendent que tu leur donnes quelque chose pour qu'ils puissent quand même venir adhérer à votre cause. Donc, c'est important qu'on puisse sensibiliser davantage ces femmes-là. Donc, voilà ces stratégies que l'on fait, mais qu'elles soient accompagnées aussi par des hommes, appuyées par des hommes également. C'est très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos interventions, vos réflexions. On va prendre un moment, là. Il y a des bouchées qui ont été préparées par les petites mains qu'on va pouvoir déguster tout le monde ensemble puis continuer la discussion. J'espère que vous partez inspirés. J'espère que vous partez avec des réflexions en tête qui vont se poursuivre dans les prochaines semaines. Puis on va vraiment remercier vraiment beaucoup nos trois panélistes, Ngoné Coulibaly, Jamila Touré et Maude Desbois pour la conversation, tout le monde ensemble. Je remercie Suco d'avoir l'initiative de ces rencontres-là et pour l'organisation, à toute l'équipe qui est juste ici, donc vous pouvez saluer. Non, gentiment. Et merci à la technique pour tout. Merci l'équipe.
Merci à la technique. Puis, donc, il y a 4 panels de ce genre qui vont avoir lieu dans les prochains temps. Vous allez pouvoir aller revoir les capsules en ligne. Donc, suivez sur les réseaux sociaux et autres, qu'on parlait de réseaux sociaux, hein? Brisons notre algorithme. Let's go! Et continuons la conversation. Je vous invite à suivre ces 3 personnes-là sur les réseaux sociaux, les organisations dont vous faites partie, amplifier les voix qui ne sont pas peut-être naturelles autour de nous, puis de continuer la conversation à l'extérieur. Et puis, voilà, ça ressemble à ça? Ah oui! Par souci d'éco-responsabilité, on vous invite à garder votre verre pour les consommations lorsque vous allez prendre la nourriture. Puis qu'on continue cette conversation plus tard. Puis n'hésitez pas à amplifier la voix d'un événement comme ça. Vous pouvez le dire sur les réseaux sociaux, j'ai participé à, j'ai entendu, voici une organisation intéressante que je pourrais amplifier. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée.